Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Il est temps comme chaque année de faire le bilan de la saison écoulée. Rappelons qu'après le confinement nous avons eu le droit à un Milan de gala qui n'est toutefois pas parvenu à combler le retard accumulé sur les prétendants à la Ligue des Champions. À mes côtés aujourd'hui, Roland, Aristippe et Arco, salut à vous. Salut. Bonjour. Bonsoir. Alors Roland, je crois que c'est la première fois que nous commentons une saison si contrastée. Je rappelle que le Milan finit 6ème comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans, contre 5ème l'an passé. Quelle est ton appréciation générale après une année aussi agitée ? Appréciation générale, toujours très mitigée. Je pense que là, on fait l'émission quand même avec un peu de recul par rapport à la fin du championnat déjà. Et quand on s'intéresse au championnat dans son ensemble, on voit que, comme souvent, on s'est très vite flingué d'entrée, si je peux me permettre cette expression. On s'est mis dans le mal nous-mêmes, en l'occurrence avec un entraîneur, Marco Giampaolo, qui avait été choisi par Maldini et Boban, qui est parti après 7 journées seulement. Derrière, Pioli est arrivé, mais le mal était fait. On a continué à ramer péniblement jusqu'en février, avec en point d'orgue un vrai point qui était difficile à avaler cette saison. C'est le 5-0 qu'on a pris par l'Atalanta juste avant les vacances de Noël. Saison compliquée et très particulière dans le contexte que l'on sait. Et finalement, comme souvent, si on peut dire, la deuxième partie de saison nous a un peu mieux réussi. Alors là, la deuxième partie de saison, on va dire que c'est le post-confinement. Les stades à huis clos, les matchs tous les 3 jours nous ont bien réussi, puisqu'on a enchaîné une série de 12 matchs, 12 journées de Serie A avec seulement 3 matchs nuls et tout le reste des victoires. On a eu donc ce sprint final qui nous permet finalement de nous faire un peu plaisir en tant que supporters, puisqu'on a pu voir des buts, ce qui manquait cruellement lors de la première partie de saison. On a vu des buts, une équipe qui tournait bien, un état d'esprit finalement plutôt positif, ce qui était assez rare ces derniers temps. Et malgré tout, que de déception par rapport finalement à tout ce qui s'est passé avant le confinement. On a encore pêché dans l'objectif annoncé du club de retrouver la Ligue des Champions. Cette saison, on termine à 12 points, si je me souviens bien, de la 4e place occupée par la Lazio, donc la 4e place qualificative à la Ligue des Champions. On n'atteint même pas la 5e place qui nous permettait de jouer directement la phase de groupe de l'Europa League, puisque le Napoli va la disputer aussi en tant que vainqueur de la Coupe d'Italie. Finalement, des regrets comme souvent, et en espérant que l'embellie du post-confinement ne restera pas vaine en fait. Espérons que ça durera un peu plus que les quelques mois, le mois de juillet qui a été finalement positif et qui a été un vrai bol d'air frais après une période compliquée pour le Milan et puis globalement pour tout le monde, puisque je pense que ça a été une période de confinement sans match, collé chez soi, avec des difficultés pour travailler, pour voir ses amis, voir sa famille. C'était un petit plaisir de la vie de revoir le Milan marquer et gagner des matchs. Alors tu fais bien de rappeler qu'effectivement cette période faste a démarré non pas au mois de janvier, parce que la deuxième partie de saison finalement normalement c'est après la trêve, mais à partir de la reprise, donc mi-juin. Donc on parle bien de 6 semaines de très beau football, en tout cas de football auquel on n'était plus habitué du côté de Milan, mais Aristippe va nous dire si d'après lui, déjà il va nous dire son sentiment sur ce qui s'est passé, bien évidemment sur l'ensemble de la saison, et si d'après lui ça peut continuer, ou si c'est un feu de paille. Eh bien, en ce qui concerne le bilan de la saison, MJ, je pense c'est un échec globalement. Il y a pas vraiment d'autres mots. Quand on nous disait en début de saison que l'objectif était la 4e place avec cette fameuse Champions League qui nous fuit depuis plusieurs années maintenant, on se rend compte que on termine 6e du championnat avec un peu plus ou moins le même nombre de points que l'année dernière. Donc, mais comme Roland l'a dit à juste titre, avec 12 points de retard sur la Lazio, dernier qualifié, pardon. Donc voilà, une saison, c'est un échec puisque l'objectif n'est pas rempli. Alors après, je vais pas répéter ce qu'a dit Roland parce qu'il a été plutôt complet dans son bilan, mais c'est vrai qu'il y a eu une saison découpée en 2 demi-saisons. La première d'août à décembre novembre-décembre avec Gianpaolo. L'arrivée de Pioli, le petit renouveau parce que dès que Pioli est arrivé,
j'avais quand même senti, alors c'était pas le cas de tout le monde, hein, mais j'avais quand même senti un Milan un peu plus appliqué et déjà un peu plus, disons, discipliné tactiquement. Mais c'est ton côté visionnaire, ça, Aristipp. Oui, le même côté visionnaire qui m'a fait dire que l'année dernière, on allait se qualifier assez facilement en Champions League, je pense. Mais on a perdu mais Bakayoko, non, ça doit être pour ça. alors je vais en reparler, mais non, Je le je comptais savais. pas en reparler, mais Bakayoko, oui, Bakayoko, enfin, je maintiens que Bakayoko était notre meilleur milieu de terrain l'année dernière. Ah, Et voilà, voilà. personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Non, non, mais c'était la petite cerise sur le gâteau. Du coup, voilà, à l'arrivée de Pioli, j'avais senti quand même des joueurs un peu plus impliqués et disciplinés tactiquement, parce que pour moi, Gianpaolo avait fait absolument n'importe quoi depuis le début. Je parle pas des résultats, hein, pas seulement des résultats, mais je parle de ses choix de mettre, on se rappelle d'une préparation en 4-3-1-2 avec Souzo, qu'il nommait comme Forio classe de l'équipe, qu'il mettait au centre du jeu, donc dans cette position de numéro 10. Tout ça pour une défaite au premier match et de changer complètement son système de jeu. Donc déjà, c'est quelqu'un qui n'assumait pas ses choix. Donc on s'est retrouvé à la deuxième journée déjà en crise avec une préparation tronquée et une tactique complètement modifiée par rapport à ce qu'on travaillait depuis des mois. Donc voilà, rien que ces choix-là étaient vraiment catastrophiques. Et Pioli est arrivé, il y a eu le confinement, bon, il y a eu, je ne vais pas refaire l'histoire, on l'a déjà bien résumé, mais il y a eu l'arrivée de Zlatan qui a motivé les troupes aussi bien d'abord en dehors du terrain, puis après on a vu son influence sur le jeu un peu tardive à la fin, mais qui était néanmoins réelle, notamment dans les grands matchs, hein, que ce soit l'Inter ou autre. Donc voilà, on termine en grande trombe. Et à la deuxième question, MJ, que tu posais, est-ce qu'on pourra réitérer cette performance l'année prochaine? Moi, j'ai quelques doutes. Donc, je vais me montrer un peu moins positif pardon, que l'année dernière, dans le sens où je crains que le maillot ne soit un peu trop dur à porter pour certains joueurs, notamment Kessié et j'allais dire Bakayoko par réflexe. Ah, ça y est, j'aurais parlé de Bakayoko. C'est une obsession. Kessié La statue est bien et- astiquée dans le jardin, tout va bien? ah, elle est toujours propre, il n'y a pas de problème. J'en étais sûr. Non, Kessié et Çalhanoğlu, je voulais dire. Donc voilà, je pense que pour certains joueurs, et peut-être aussi Calabria, qui quand même a fait une fin de saison, ou du moins quelques matchs bien plus intéressants que la première partie de saison plutôt pré-confinement. Donc voilà, je pense que le maillot est un peu trop dur à porter pour certains, et j'ai peur qu'on revoie les lacunes de nos joueurs de champ dès la saison prochaine. Voilà. Bien, alors Erko, tu nous as rejoint, tu as retrouvé notre équipe en cette fin de saison. Je sais que tu es souvent le plus positif et le plus optimiste d'entre nous. Donc, quelle est ton analyse sur la saison écoulée? Globalement, vu que des objectifs n'ont pas été atteints, on peut pas dire que c'est une saison réussie. Donc oui, ça reste un échec. On est plus ou moins au même état que la saison passée, à part qu'on a peut-être bien terminé la saison sur les 12 derniers matchs, qui était quand même peut-être la seule note positive de la saison. Maintenant, comme d'habitude, on a très mal commencé la saison. La seule erreur du duo Maldini-Boban, c'était l'entraîneur. Donc, prendre Gianpaolo n'a peut-être pas été la meilleure idée, surtout quand il ne donne pas justement les armes pour faire ce qu'il voulait forcément. D'où l'idée de mettre Suso en meneur de jeu, parce qu'il n'avait rien d'autre sous la main. Donc, il a une préparation physique qui, pour moi, a été catastrophique, parce que dès les premiers matchs de la saison, physiquement, même là, on n'y était pas. On n'avait aucun joueur qui était fit, vraiment pour dire. Des joueurs qui sont réputés pour leur physique, comme Kessie, etc., n'y étaient pas. Donc, ça a grandement aussi influencé de mauvais débuts de saison. On avait toujours le problème de jeu qui n'existait pas, justement à cause de Suso qui a quand même grandement handicapé à son insu le jeu, parce qu'il avait un profil qui demandait à ce qu'on joue beaucoup sur lui. Il y a un système de jeu qui était 4-3 basé sur deux ailiers intérieurs comme ça, qui n'a pas marché du tout. Mais son départ a quand même aussi, avec Ibrahimovic et l'arrivée de Pioli, a grandement aidé quand même à retrouver un semblant de jeu. Donc voilà, des points faibles qui n'ont pas exactement été réparés sur le mercato de juillet en tout cas. Donc un mercato qui a toujours été comme ça bâclé. Il n'y a pas vraiment eu d'amélioration à ce niveau-là, mais j'ai pas de souvenir d'un joueur qui s'est rendu vraiment utile arrivé en juillet, donc en fin de saison. Il y a toujours eu licenciement de Boban aussi qui me reste toujours comment dire un petit peu qui me reste comme ça quand je sais plus le mot, comment dire, en travers de la gorge, merci, j'avais trop de mémoire. C'est pas grave, c'est le stress, c'est la participation à une spéciale pour la première fois depuis quelques années. Exactement, on est content de te retrouver, mais bon, à un moment donné, il y a l'adrénaline, il y a l'enthousiasme, et c'est comme ça. Ouais, j'ai plus l'habitude. Ah ben les auditeurs t'attendaient, donc vas-y maintenant, fais-nous le show. Ok. Donc après, voilà, le côté positif, on peut dire qu'il commence à arriver en janvier avec des recrues qui sont avérées utiles.
et donc comme Ibrahimovic notamment, j'ai envie de dire Rebic parce qu'il n'avait pas joué avant. On a commencé à titulariser seulement à partir de janvier. Donc ça a été aussi un des hommes forts de cette deuxième partie de saison. L'arrivée de Thiaudi, qui, je suis d'accord avec Aristide, a fait du bien, même en jeu. Même quand on gagnait pas, on trouvait quand même qu'il y avait un fond de jeu qui était quand même présent, qu'on n'avait pas depuis longtemps, parce que même avec Gattuso, je trouve pas qu'on avait vraiment une tactique, comme proprement dit. Évidemment, après, il y a eu regain, donc post-Covid, qui a été, je sais pas si c'est un feu de paille qui va s'arrêter net, ou si ça va continuer. Je pense que des joueurs comme Calhanoglu, etc., vont peut-être, à mon avis, s'éteindre. On verra bien, parce que c'est vrai que ça quand même. Il est plus fort dans une équipe qui domine, mais je pense pas qu'on dominera encore comme ça longtemps. Ah, t'es moins optimiste que j'aurais imaginé, dis donc. Non, c'est pas une question que je suis pas optimiste, mais je préfère quand même rester un peu sur ma garde, parce que ça reste quand même que 12 matchs, quoi. Donc on peut pas, dans un contexte bien particulier, on peut pas non plus se transformer en Bayern de Munich en 12 matchs. Ah bah non, sachons raison garder. Non, puis surtout, c'est l'expérience et le recul qui parle. C'est-à-dire que ça fait quelques années que tu supportes le Milan, puis tu as eu l'habitude, j'imagine, comme nous, hein, Roland le disait dans son intervention, d'avoir des fins de saison en or massif, après des déconvenus, et puis qui sont revenus par la suite. Enfin, on connaît le Milan, quoi. Exactement. Maintenant, même si c'est vrai que c'est peut-être la meilleure fin de saison de ces années un peu galères ici, quoi. Donc, oui. Voilà, maintenant, est-ce que c'est dû au Covid ou pas? Ça, je ne sais pas, mais on va quand même profiter de ce moment. Je pense que par rapport justement au début de saison, ce qui a changé la donne, c'est qu'on a fait une très bonne préparation physique pendant le confinement. Contrairement aux autres équipes qui étaient à la ramasse physiquement, nous, on a été très bons. Ce qui a changé la donne par rapport au début de saison, on était à la ramasse. Donc physiquement, on a su prendre le dessus, on a su imposer les jeux, prendre confiance petit à petit, parce que les 2-3 premiers matchs n'étaient pas aussi beaux que les derniers. Donc on a pris confiance grâce à ça. Après, les joueurs ont su sublimer et on prendre leur statut de cadre et justement donner la fin de saison qu'on a eue. Donc après, est-ce que ça va continuer la saison prochaine? J'espère. En tout cas, moi je pense qu'il faut garder à peu près cette base et cette fois-ci vraiment améliorer nos points faibles. Et espérer, tout simplement. Je pense que c'est ce qu'on peut faire. Bon, alors vous avez bien résumé tous les trois. C'est vrai que moi je vais plutôt parler de l'attitude des supporters et de ce que je peux lire à droite à gauche, parce que ce qui m'interpelle, c'est le manque de mémoire globale. Si on écoute certains, on a l'impression d'avoir retrouvé un Milan apte à jouer la Ligue des Champions, alors que d'une part on n'y est pas, et puis que les circonstances exceptionnelles qui nous ont permis de surjouer pendant 6 semaines se reproduiront pas chaque année. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que bon, les confinements, etc., ça va 5 minutes. On espère que ça se reproduira pas pour d'autres raisons que des raisons footballistiques, bien sûr. Alors évidemment, vous l'avez dit, hein, l'avantage c'est qu'on a enfin vu du foot à San Siro pour la première fois, d'ailleurs pour moi depuis 2007. Pour la première fois, on a retrouvé un collectif et une envie de bien faire, parce que l'aspect mental, selon moi, est prépondérant. Et c'est vrai qu'on a souvent évoqué l'absence des supporters et l'impact positif que ça a pu avoir sur certains joueurs. Maintenant, bon, le niveau de certains adversaires, je pense à la Lazio qui était l'ombre d'elle-même après le confinement, je pense à même à la Juve qu'on a tapé 4-2, qui s'est fait battre par Lyon, etc. On a bien vu que la Juve finalement n'était plus celle d'avant confinement, et surtout, ce qui s'est passé jusqu'à mi-mars doit nous inciter à la prudence et tempérer un peu nos ardeurs. Pour information, une équipe comme le Genoa a marqué plus de buts que nous et on a encaissé beaucoup moins. Ça devrait permettre de relativiser d'après moi. Donc je partage un petit peu votre sentiment, mais je trouve que certains s'enflamment un petit peu vite. Ce ne sont que 6 semaines. Alors certes, 6 semaines de beau football, 6 semaines comme on en a rarement vu depuis plus de 10 ans. Je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun problème, et je suis d'accord avec ce que je lis là-dessus. Mais devons-nous en tirer des conclusions définitives? Je ne pense pas. Il faut savoir rester prudent. Comme je le disais à Erko, on a le recul, ça fait des années qu'on supporte cette équipe, et nous devons tempérer un petit peu notre sentiment, notre enthousiasme de cette fin de saison, Roland. Ouais, moi, en fait, ce que je voulais préciser par rapport à mon propos introductif, c'est que, en dehors de la qualité purement footballistique, si on peut dire, de ces 6 semaines, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est qu'on a retrouvé un peu une sorte d'esprit d'équipe, en fait, que ça soit dans l'attitude des joueurs et aussi dans le football en lui-même. On voyait quand même une sorte de collectif un peu se dégager. Et c'est vraiment cette notion de collectif qui manquait, je pense, les saisons précédentes. Alors, le mérite revient sans doute à Pioli, surtout au vu du contexte, comme on a déjà parlé, mais aussi du contexte du Milan, puisque c'est un point qu'on n'a pas abordé ni l'un ni l'autre, c'est que pendant des semaines, Pioli a travaillé, le groupe a travaillé avec l'histoire de Ralf Rangnick, l'Allemand qui devait arriver
pour sauver le monde, entre guillemets, j'en rajoute un peu, je grossis le trait, mais on parlait sans cesse de lui, du futur projet, encore un, si je peux me permettre, encore un nouveau projet, comme tous les ans d'ailleurs, et finalement, globalement, l'équipe s'est montrée assez imperméable à ça, et ça nous a permis d'avoir 6 semaines finalement de qualité. Mais il ne faut pas sous-estimer, c'est exactement ce que tu étais en train de dire, MJ, par rapport à la Lazio, l'aspect dynamique. Les dynamiques dans le sport et dans les sports collectifs, c'est encore plus important, encore plus prégnant. On le voit très bien avec la Lazio. On peut faire des projections, on peut toujours imaginer, mettre du conditionnel, pour créer des scénarios divers et variés. Mais sans le confinement, pour moi, la Lazio était partie pour embêter la Juve jusqu'au bout pour le titre, pour le Scudetto. Alors qu'on a vu et nous avant le confinement, on était à la rue, point barre, notre saison était terminée, la 4e place était inaccessible, on allait au mieux accrocher peut-être une Europa League, et c'était terminé, on n'avait plus rien à espérer. Là, le confinement, les dynamiques s'inversent. Pioli a sans doute eu le temps de travailler physiquement avec l'équipe, et c'est ce que mettait aussi en lumière Erco dans son propos. Les dynamiques s'inversent. Finalement, nous, on se retrouve dans une bonne dynamique, donc c'est tout bénef pour nous. Mais faut se souvenir que avant le confinement, on perd contre le Genoa pour le dernier match qui se joue à huis clos. D'ailleurs, si je me souviens bien, on était à San Siro début mars. À ce moment-là, on est 8e et finalement, on termine la saison 6e. Donc, certes, bonne dynamique, mais un tel écart par rapport à ce qu'il y avait avant qu'on n'a pas pu remonter. Et il faut finalement faire un peu comme on a fait. C'est peut-être pas plus mal que l'émission de bilan intervienne presque 2 semaines après la fin du championnat. On regarde l'ensemble et on voit que finalement, cette saison, c'est loin d'être une réussite et il y a de plus de quoi être inquiet que en jouer par rapport à la saison qui arrive et qui va débuter mi-septembre. Et je précise 6ème avec 2 points de moins que l'année dernière. Hein. Faut quand même pas oublier. Hein. Donc c'est pas comme si on avait un bilan plus positif que sous Gattuso. C'est pas le cas. Peut-être en termes de jeu et de manière sur 6 semaines, mais pas globalement en termes de points. Et en Italie, on sait que c'est pour ça aussi qu'on aime l'Italie et le club, les résultats et la gagne qui comptent surtout. Bon, il y a un point positif quand même, c'est que pour une fois, il y a le choix pour les tops. Hein. On n'a pas l'habitude chaque année. Et pour une fois, donc les recrues ont répondu présent. On voit tout de suite si Aristide est d'accord. Alors, les recrues ont en effet répondu présent, et du coup, dans mon top, il a été difficile, comme tu as dit, MJ, d'en effectuer un clairement. Alors, j'ai mis comme d'habitude une mention honorable pour moi du joueur qui a le plus progressé par rapport à l'année dernière. J'ai nommé Castillero, qui, alors, même s'il n'a pas vu une saison complète, parce que déjà, il n'a pas été bon dans une saison complète tout simplement, et aussi parce qu'il a été assez miné par les blessures cette année, j'ai trouvé quand même bien plus intéressant et bien plus complet que l'année dernière. J'avais entendu lors d'une émission précédente que Castillero avait plus ou moins le même niveau que Sidemakers ou le contraire. Alors moi, bon, je suis pas d'accord. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, évidemment, sinon c'est pas intéressant, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, Sidemakers c'est aujourd'hui à quand même un niveau bien moindre que Castillero et bien moins complet offensivement, défensivement, etc. Donc alors, je crois que c'est Erco qui vient de faire un bruit de fond pour censurer ta remarque là, parce que Selmaker c'est son idole. Donc méfie-toi. Là, on a eu un petit avertissement sonore. C'était toi, Erco, mon Bakayoko à moi. Non, je sais pas. C'était toi qui en parlais là, il y a quelques émissions. Ah bah oui, moi je trouve que même si techniquement je pense que Castillero est meilleur, mais sur le reste, tactiquement, etc., et notamment physiquement, pour moi Selmaker c'est meilleur. Maintenant, ça reste mon avis maintenant. Mais... chacun sa statue, hein, après tout. Ouais, effectivement, chacun sa statue, mais mais c'est intéressant. Bon, on pourra en parler en off, mais effectivement, pour moi, aujourd'hui, Castillero est bien meilleur, soit en finition ou en passe décisive, que Sailmaker. Je lui mets une mention honorable parce que je trouve que c'est quand même le joueur qui a le plus progressé par rapport à l'année dernière, et je pense qu'il peut quand même nous apporter, même s'il n'est pas un titulaire, disons, indiscutable, et sûr pour le futur sur son aile droite, je suis certain qu'il pourra nous apporter quelque chose au moins en tant que remplaçant. Alors tu fais bien de le dire parce que je suis pas sûr que les supporters soient nombreux à partager ce jugement, donc c'est bien, tu cultives ta singularité, tu as raison. Tout à fait. Et du coup pour les tops, en 3e place, j'ai mis Théo Hernandez.
qui a été, quel plaisir de revoir un défenseur latéral de ce niveau-là. Je pense que ça nous était pas arrivé depuis quelques années. On a eu quand même beaucoup de, j'ai envie de dire, d'espoir et surtout de grosses déceptions ensuite sur ce poste-là, parce qu'entre les jeunes qui sortaient du cru, comme De Chilio ou Calabria, on a quand même été pas mal déçus. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un latéral de ce niveau-là. Alors, Théo Hernandez, il y a eu pareil, je trouve qu'il y a eu un peu deux demi-saisons un peu différentes. Je l'ai trouvé, alors il s'était blessé, rappelez-vous, contre le Bayern, je crois, en match de pré-saison, match amical, ou coupe, je ne sais quoi, là, IT Cup. Mais voilà, il s'était blessé, il était revenu un peu plus tard après quelques matchs. Donc au début, bon, il était un peu limite, mais surtout jusqu'à janvier, défensivement, il était plutôt inquiétant, même si offensivement, il faisait quand même pas mal le taf. Et je l'ai trouvé à partir de janvier-février, plutôt février-mars même, on va dire, bien meilleur défensivement. Donc voilà pourquoi je le mets en top 3 de ce, en troisième place de ce top. Alors, sans compter que Hernandez, c'est quand même 7 buts et 5 passes décisives cette saison. Je pense que ça peut même être beaucoup plus si on compte, si on compte les ratés de Zlatan dès qu'il est arrivé chez nous sur les passes de Théo Hernandez, ou même le peu de réussite qu'il a eu sur certains matchs, ou même ses gros ratés parfois. Donc voilà, c'est des stats quand même très intéressantes offensivement. Et défensivement, je trouve que depuis quelques mois, ça tient pas mal la route. Donc voilà, Hernandez, troisième. J'ai mis en seconde place Benasser. Alors Benasser, c'est vraiment, je trouve, la bonne pioche de ce mercato parce qu'il nous a coûté peu cher. C'est vrai que c'est un petit jeune qui était déjà très intéressant à Empoli. Après à savoir s'il allait pouvoir franchir ce pas d'être dans une plus grande équipe avec un maillot un peu plus lourd à porter. Donc il a fait une saison assez brillante. Je l'ai trouvé quand même un peu plus en difficulté. Alors en début de saison parce que Mister, le grand Gianpaolo Arrigo-Sacchi, le mettait d'ailleurs sur le banc, comme Rebic et toutes les recrues. Hein. Donc le mettait sur le banc, il nous mettait plutôt Biglia à la place. Donc voilà, il rentrait rarement, il rentrait très peu, et le peu qui rentrait, c'est vrai qu'il n'était pas tout à fait disons, en réussite jusqu'à, je dirais, novembre. Et c'est donc pour ça que je l'ai mis seulement en seconde position, parce que pour moi, la première place, la seule personne, le seul joueur qui a fait une saison absolument complète et a été vraiment super, c'est Donnarumma. Voilà, donc Donnarumma, c'est le seul joueur qui a pu maintenir un niveau élevé toute la saison. Je remarque qu'il a énormément fait de progrès par rapport aux années précédentes, notamment sur le jeu au pied. Donnarumma, c'est quand même, pour les statistiques, 5 pénaltys arrêtés sur 10, donc 4 sur 8 en Serie A et 1 sur 2 en Coupe d'Italie. Je me demande même si c'est pas. Il a fait une seule erreur pour moi, c'est l'Udinese, où bon, l'erreur est sans conséquence parce qu'on gagne 3-2 le match sur un doublé de Rebic et un but d'Hernandez d'une superbe reprise. Mais voilà, ça reste une erreur. C'est sa seule erreur pour moi qu'il a fait grossière cette saison, alors qu'il y en avait quand même plusieurs à son actif les années précédentes. Je me demande même si c'est pas la meilleure saison de Donnarumma depuis qu'il est arrivé au Milan, et je pense que ça l'est. Donc Donnarumma, premier de mon top. Bien, bah tu m'as volé mon top, mais c'est pas grave, j'approuve. On passe à Erko, donc allez, fais-tu preuve d'originalité? Ben bon, vu que voilà, ils ont aussi en mettre que 3, donc je vais retirer tous ceux qui sont arrivés en janvier pour limiter un petit peu. Donc parce que sinon j'aurais pu mettre Ibrahimovic évidemment ou Kiar. Donc je vais commencer avec Benacer parce que c'est quand même lui, je pense, qui est la clé entre guillemets la clé du renouveau, parce que c'est comment dire, c'est un petit peu il a repris un petit peu de rôle, un petit peu c'est pas le même profil du tout ni le même niveau, mais de Pirlo. Donc c'est lui qui a un petit peu commencé à créer du jeu grâce à de faire respirer le milieu de terrain. C'est lui qui a, depuis qu'il est titulaire, qu'on a pu un semblant de fond de jeu et aussi une récupération quand même beaucoup de ballons adverses. Donc en deuxième, pour changer un petit peu, ouais, je vais mettre Rebic, parce que voilà, même si c'est vrai qu'officiellement il n'a joué que depuis janvier, il était là depuis le début. Donc c'est aussi un joueur qui a amené son quota de goal assez important en rapport au match qu'il a joué. C'est peut-être même notre meilleur buteur à ce niveau-là. C'est même sûrement notre meilleur buteur, je pense. Donc sans compter l'impact qu'il avait sur l'équipe, c'est un joueur qui me fait penser un petit peu dans sa volonté à Dirk Kuyt qu'il y avait, donc un joueur qui prend toute son aile et qui défend comme un damné. À part qu'il est Rebic a quand même plus de technique et est meilleur en la finition. Donc c'est un joueur qui a été très important aussi, qui a un petit peu de la grinta ou le mental qu'Ibrahimovic peut donner, même si c'est moins fort. De premier, évidemment, pour faire original, on va mettre Donnarumma, parce que voilà, il nous a encore sauvé un paquet de points. Même s'il a fait deux, trois petites erreurs sur la saison, mais comme tous les grands gardiens en font, c'est pas, donc ça reste humain.
Donc, son statut de leader de l'équipe est toujours incontesté. C'est peut-être le joueur le plus régulier qu'on a depuis le début de saison et depuis le début de sa titularisation chez nous, quoi. Donc, voilà, pour moi, ça reste toujours le top numéro 1. Ce sera toujours Donnarumma, quoi. Ouais, à part en 2017, suite à ce qui s'était passé avec Raiola, c'est vrai qu'il nous a fait que des bonnes saisons. Voilà. Et il faut le souligner parce qu'il est encore très jeune et eh bien, ce serait très positif pour la nationale. Et Roland? Oh bah moi, je vais pas beaucoup varier par rapport à ce qui a été dit par mes collègues. Simplement, à troisième place, je vais mettre Rebic, qui a, comme ça a été déjà dit, galéré en première partie de saison, qui a été titularisé, il me semble, qu'une fois, si je me souviens bien, lors de la première partie de saison, et qui, lorsqu'il rentrait, était littéralement abject. Il était au niveau d'un Franck Kessié, par exemple, et je pense qu'être au niveau de Kessié, c'est quand même pas rassurant. Le moindre contrôle était un calvaire, la moindre passe, c'était pareil, enfin, donc c'était très compliqué. Et d'où ma surprise et mon plaisir de le voir autant réussir en deuxième partie de saison. Lui, il n'a pas attendu le confinement pour se mettre en jambes, puisque c'est dès le mois de janvier qu'il a commencé à marquer ses premiers buts en match officiel avec le Milan. J'aime beaucoup aussi sa façon d'être. C'est un joueur plutôt discret, assez sérieux. J'avais bien aimé une interview de lui que j'avais vue en cours de saison où il racontait qu'il n'était pas fan du train de vie de footballeur forcément, et que lui, son petit plaisir, c'était pendant les trêves internationales ou quand il n'y a pas de match, de rencontre, c'est de rentrer chez lui en Croatie et puis de partir en quad dans la forêt avec des amis à lui pour manger du saucisson en haut d'une montagne. C'était un truc qui m'avait fait... C'est un warrior, hein. Oui, c'est un truc qui m'avait fait un peu, qui m'avait fait sourire et qui m'avait plu, parce que voilà, je pense qu'on manque de mecs un peu dévoués, baroudeurs, qui crachent leurs poumons un peu et qui vont chercher finalement la réussite, parce qu'après une première partie de saison comme il a connu, arriver à se mettre comme ça sur les rails, moi je lui tire mon chapeau. Deuxième place, Bennacer, puisque pour tout ce qui a été déjà dit, moi j'étais très très content de son recrutement l'été dernier, à un tarif vraiment défiant toute concurrence, si on peut dire ainsi. 16 millions, c'est ça ? Oui, c'était quelque chose comme ça, je crois, 16 ou 18, je sais plus, mais vraiment très faible à l'égard de la qualité du joueur. Beaucoup avaient été critiques en disant oui, on recrute chez une équipe reléguée, où est-ce qu'on va aller ? Et en fait, moi, il a eu du mal à se lancer, il faut le reconnaître. Petit bémol aussi sur sa tendance à prendre des cartons jaunes, mais maintenant, il est indispensable, et dans le jeu, c'est vraiment au milieu de terrain depuis le temps qu'on réclamait tous, autant qu'on est sur l'émission, sur le forum, qu'on réclamait des joueurs de foot au milieu. Il y avait Bonaventura qui aidait ces dernières années, mais là, on a vraiment un joueur qui fait son boulot, qui oriente le jeu. Et malgré son petit gabarit, je trouve qu'il résiste très bien physiquement, dans l'effort, mais aussi au contact. Et c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup et qui a fait une très belle saison. Mais plus que Pirlo, il évoquerait plutôt Verratti, non ? Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ce profil-là, et avec la même tendance au carton jaune, en fait. Voilà. Donc, espérons qu'il atteigne un jour le niveau de Verratti, qui est sans doute le meilleur joueur du PSG. Et donc j'allais dire, oui, pour la première place de mon top, pour moi le seul vrai joueur sur lequel je n'ai même pas de bémol, c'est Donnarumma. J'ai été suffisamment critique avec lui par le passé, et je pense que c'est sans doute à la hauteur du talent et de ce qu'il nous avait déjà montré avant. Après une saison difficile en 2017-2018, 2018-2019 il s'était bien amélioré, mais alors cette année c'était vraiment, comme vous l'avez déjà dit, le meilleur d'entre nous. Beaucoup de progrès, notamment dans les prises de balles. C'était un point qui m'énervait beaucoup à son sujet, c'est lorsqu'il y avait des centres, des corners, des coups de pied arrêtés, il avait tendance à beaucoup trop renvoyer la balle, pas forcément au bon endroit, alors qu'il y avait des balles parfois qui étaient largement prenables, et maintenant il les bloque beaucoup plus. Et j'étais content de voir ça mis en avant aussi par Abbiati la semaine passée dans une interview à la Gazzetta dello Sport, où il disait justement que Donnarumma maintenant bloquait beaucoup plus de ballons, et de ce fait soulage ainsi beaucoup plus sa défense, puisque
en bloquant les ballons, il empêche évidemment une opportunité de deuxième ballon pour l'équipe adverse. Ça permet aussi parfois de gagner du temps, de respirer, et ça s'est vu cette année vraiment, et même comme disait Aristide, je crois au niveau du jeu au pied, il a aussi gagné en confiance. Et globalement, je trouve qu'il a gagné en maturité. Et parler de maturité pour un joueur qui a 21 ans ou quelque chose comme ça, c'est quand même toujours assez drôle quand on voit le nombre de matchs qu'il a déjà joué au Milan. Bref, pour moi, c'est vraiment le grand meilleur joueur de la saison du Milan. Et il est en fin de contrat la saison prochaine, si je ne me trompe pas. Donc espérons que le sketch de 2017 ne recommence pas cet été. Voilà. En tout cas, il annonce vouloir rester. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais... Oui, mais il disait déjà ça à l'époque, et après Ouais. il nous avait dit qu'il voulait partir. Donc Peut-être je qu'il me est moins méfie toujours un peu. influençable par son agent qu'à l'époque, je sais pas. Espérons qu'il ait grandi, ouais. Ouais, c'est possible aussi. Bon alors, en général je donne pas de top, mais en fin de saison quand même je me dis qu'il faut que je me prête à l'exercice également. Donc numéro 3, Théo Hernandez, dont les lacunes défensives m'ont longtemps dissuadé de l'inclure, hein. C'était lui ou Rebic en fait, mais comme je trouve que notre latéral gauche s'est bien amélioré dans le secteur défensif, je confirme ce que disait Aristide, au fil des mois, hein, notamment à partir de janvier, c'est vrai, mars, etc. Je suis assez d'accord avec la période que tu mettais en évidence. Je valorise donc la progression, tout en demandant quand même de voir ce que ça donnera contre des plus gros calibres, hein, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'on joue très peu de gros matchs quand on est milanais cette année, enfin en ce moment, parce qu'on joue pas de Ligue des Champions, donc j'aimerais bien voir les talents défensifs de Théo Hernandez contre des grands joueurs de foot. Voilà, je sais pas si ça se produira un jour. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette saison, c'est l'un des vrais points forts de ce Milan, donc bravo à lui. Numéro 2, Bennacer, dont les timides premiers mois n'étaient pas rassurants, mais qui s'est affirmé très vite comme le patron du milieu dès le mois de décembre pour moi, et qui combine à la fois leur endurance, technique, précision, donc une vraie bonne recrue pour pas cher, c'est vrai Roland, et déjà une valeur sûre du 11 type. Le seul doute finalement, c'est combien de temps on va le garder vu les convoitises qu'il suscite, donc tout dépendra de son degré d'attachement au club. Ça pour moi c'est une grande question, donc on verra ça dans les mois, peut-être les années qui viennent. Et numéro 1, vous avez tout dit, Donnarumma, qui a laissé derrière lui les polémiques de 2017 et qui est l'homme de la saison. Vraiment, quelle régularité, quel mur, y compris sur les pénaltys. D'ailleurs, il est bluffant, c'est impressionnant. C'est une chance pour moi de compter un tel joueur dans notre effectif. Et puis, c'est un gros atout, je le disais tout à l'heure, pour la nationale et dans un an, hein, parce que je rappelle qu'on a l'Euro dans un an et la Coupe du Monde dans 2 ans. Donc, on va avoir une vraie année de compétition internationale. Et ça, je l'attends avec un plaisir qui ne surprendra personne. Et il est d'ailleurs sans doute le seul Milanais qui jouera l'Euro comme titulaire, hein, côté italien, parce que vu que la nationalité italienne s'efface au fil des ans du côté de San Siro, il ne nous restera que Donnarumma, à moins que Romagnoli finisse par retrouver son niveau, mais je suis même pas sûr que ça suffise. Donc voilà mon top, et on va donc passer au flop avec Aristide qui attend peut-être ça avec impatience également. As-tu trouvé 3 joueurs cette année, Aristide? Oui, MJ, on peut quand même en trouver, même si c'est un peu mieux que les années précédentes pour certains joueurs, je pense qu'on peut on peut facilement en trouver 3, sinon plus. Mais effectivement, le jeu était ouvert et j'ai réussi à trouver 3 flops. Cependant, cette année était un peu particulière dans le sens où, pour moi, il y a 2 types de flops à séparer, ceux qui nous ont quittés en décembre, janvier, enfin plutôt janvier, et puis ceux qui sont restés là toute la saison. Donc c'est vrai que bon, le mauvais début de saison est clairement de Gianpaolo est clairement symbolisé par 2 joueurs que je n'ai pas mis dans mon flop parce qu'ils étaient restés trop peu pour moi, que sont 2 joueurs que sont Suso et Piontek. Donc sous Piontek, pourquoi? Parce que c'était un véritable coup de bluff pendant quelques mois. Donc voilà, la définition même du bluff, c'est tenter d'impressionner sans avoir les moyens. Donc c'est voilà, pour moi ça résume parfaitement Piontek qui s'était déjà vu doubler sa valeur pour aller dans je ne sais quel club. Donc quelqu'un qui s'est vu un peu trop vite grandir et puis qui a fait un véritable flop avec le numéro 9 pendant de août à décembre. Avec 3 ou 4 buts marqués, dont les 3 quarts sur penalty de mémoire. Donc voilà, un joueur très décevant. Et Suso qui était, j'ai envie de dire, malgré lui, la pièce maîtresse de ce Milan de Gianpaolo. Malgré lui, pourquoi? Parce que bon, on sentait que c'était quand même un joueur qui avait quand même du mal depuis plusieurs saisons, qui jouait par intermittence. Et puis bon, je pense que pour qui parfois le maillot était déjà lourd à porter, donc le mettre au centre du projet était peut-être un peu compliqué. Après, je serais quand même moins tranché et j'aurais un avis un peu plus raisonnable sur Suso que sur Piontek, dans le sens où je n'oublie pas ce qu'a fait Suso, c'est quand même ces 4 dernières années chez nous, dans le sens où pour moi c'était le seul en attaque à long terme qui pouvait apporter du danger. Et d'ailleurs, À long terme?
Ah oui, oui à long terme, parce que je compte pas Coutronnet, etc. Ils sont restés que 1 ou 2 ans chez nous. Non, mais je parle pas de ça, je parle À de long sa terme, régularité. oui, C'est-à-dire ah qu'on non, mais disait je souvent suis. de Souzo qu'il nous Oui, faisait 2 mois maximum par an, et oui, donc le long terme, c'est un peu tout à difficile fait. à. Ouais. Oui, oui, non, mais quand je veux dire long terme, effectivement, je veux parler plutôt de ces disons notre ligne d'attaque sur les 4, 5 dernières années. Parce que entre Baka, il y a 4, 5 ans, après Deulofeu, il y a eu Menez, voilà, on a eu rarement finalement la même ligne d'attaque, disons ces 4, 5 dernières années, avec le même joueur en attaque. Et c'est vrai que Souzo, j'ai pu revoir, alors même s'il a fait, je suis d'accord avec toi, hein, 1 mois, 3 mois, allez, 4 mois ou 5 mois pour les plus optimistes par an, Ouais, grand max, t'es généreux. c'était quand même je suis généreux dans le sens où, pour moi, c'est le seul qui s'est montré, en fait, que ce soit de 2016 en 2020, c'est le seul joueur que je connaisse qui a pu au moins effectuer quelques bons matchs au Milan chaque année, je dis bien chaque année. Et j'ai regardé du coup les résumés. Alors il y a des résumés sur YouTube très bien faits, hein. Alors j'ai pas toutes les chaînes parce que ça dépend, mais voilà, de nos matchs de 2017, 2018, 2019, c'est des résumés de 3 minutes, donc de toutes les actions du match en accéléré. Et ce qui est bluffant de 2016 à 2020, c'est qu'on se rend compte que tous les ballons passaient par lui, que tous les buts qui étaient pas inscrits par Souzo étaient inscrits sur une passe de Souzo. Et enfin, alors, je dis pas que c'était super ce qu'il a fait, c'est parce que pour moi, il reste quand même dans mes flops honorables de demi-saison, mais je serais quand même moins négatif que sur Piontek parce que je pense que Souzo était quand même notre seul joueur qui pouvait apporter du danger et qui en a apporté, parce que c'est se mentir de dire que Souzo n'a rien fait pendant 4 ans. Je pense que, enfin, moi, j'ai des amis interistes. Il y a encore quelques années, quand Souzo était aligné, croyez-moi que c'était pas les autres joueurs dont ils avaient peur, c'était bien lui. Donc je n'oublie pas quand même ses bons matchs. Alors là, il est parti. Bon, là, il est qualifié pour la finale avec Séville. Il a fait d'ailleurs un très bon match. Il est sorti assez tôt à 65e, mais il a plutôt fait un bon match avec un but à la clé. Voilà, pour moi, c'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui est arrivé dans le pire Milan de ces 20, minimum 20-25 dernières années. Je Donc sais pas voilà. si j'ai bien fait de te relancer parce que tu risques de parler une demi-heure là. T'as pas encore démarré ton flop, c'est ça? C'est ça. Ah oui, voilà. J'ai Donc pas encore si démarré. tu pouvais faire Mais un peu plus court, mais c'est de ma faute, hein. je vais essayer d'être un peu plus rapide sur les flops pour laisser un peu tout le monde parler. Et du coup, en troisième place de mon flop, donc voilà pour les mentions honorables, enfin pour les mentions déshonorables, mais pour les troisième places de mon flop, j'ai mis Calabria. Calabria, pourquoi? Parce qu'au fil des années, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de bons matchs. Alors, je l'avais dit dans une précédente émission, hein, mais le problème de Calabria, c'est que bon, ça a toujours été son irrégularité. Cependant, bon voilà, il y a eu très peu de bons matchs à sauver cette année. Peut-être quelques-uns en fin de saison, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, flop mérité pour Calabria. En seconde place, j'ai mis Andrea Conti. C'est compliqué ce poste de défenseur latéral droit et je pense que personne n'est dupe. Ça doit être aussi compliqué pour pour Pioli, parce que même Pioli hésite entre les deux joueurs qui mettent titulaire, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Voilà, donc maintenant Conti, il est revenu de sa blessure, ça fait quand même 2-3 ans maintenant qu'il se l'est faite, 2017 de mémoire. Bon, on sent que les matchs sont compliqués. Défensivement, c'est quand même compliqué, même si offensivement, il est parfois intéressant. Donc voilà, défensivement peu sécurisant. Donc Conti en deuxième place. Et en premier, là, vraiment la vraie déception de l'année pour moi, c'est quand même Paqueta. À l'image de Piontek, en fait, il nous a un peu bluffé la saison dernière avec quelques bons matchs. Sans, effectivement, IMJ, tu en avais parlé il y a quelques émissions, sans être bluffant statistiquement, il y avait toujours des talonnades, des passements de jambes, mais il n'y avait rien de concret. Et je trouve que ça s'est vraiment encore plus ressenti cette année. Et en plus, il y avait vraiment des mauvais matchs. Son attitude a l'air d'être assez acerbe, qui plus est. Donc voilà, Paqueta, pour moi, c'est vraiment le flop de cette année. Et j'espère que ce sera mieux pour lui l'année prochaine. Allez Arco, quels sont tes mauvais points? Bah, du coup, je vais changer un petit peu pour pas répéter ce qu'il a dit. Donc, moi, premier flop, pour moi, des flops, c'est des joueurs dont on attendait beaucoup qui n'ont pas confirmé. Donc, je mettrais Suso, parce que c'est, en plus d'avoir fait une mauvaise saison sportivement, le problème, c'est que c'est un joueur qui nous a beaucoup handicapés, qui nous a forcé à rester en 4-3-3. Donc, ça n'a jamais été à cause de ça. Il n'a pas réussi à faire sa bonne première partie de saison comme d'habitude. Donc, dû aussi à la mauvaise préparation, mais on va pas répéter. Donc en deuxième position, je mettrais aussi Paqueta, parce que j'attendais énormément de lui. C'était un joueur pour qui j'avais beaucoup d'espoir, parce qu'il avait montré de très bonnes choses techniquement avec Gattuso. Je reste persuadé que techniquement c'est notre meilleur joueur. C'est quelque chose c'est un joueur capable de faire des grandes choses. Et même s'il manque il manque un peu dans la finition et dans le dernier geste déjà sous Gattuso. Mais ici, d'un point de vue de sa mentalité, de son positionnement, il était vraiment à la ramasse.
il a jamais su trouver sa place dans le système de Pioli, que ce soit quand il a joué, il a juste fait un ou deux bons matchs, je pense, pendant le déconfinement, mais il a vu très tôt dans ses travers. Il s'est montré transparent, il défendait pas, il n'a pas montré la grinta qu'il avait un petit peu justement pendant sa bonne période sous Gattuso. Donc voilà, une grosse déception pour lui. Et donc, en deuxième et en première position, je mettrais Moussakio. Parce que voilà, même s'il a eu beaucoup de blessures, c'est un joueur que de peu de fois où il a joué, il était mauvais. Il a pas eu de, comment dire, je vais pas dire la solidité, parce que j'ai jamais été un grand fan de ce joueur, mais il apportait quand même une stabilité défensive avec Romagnoli, un peu comme Kier depuis cette année ici. À part que ça, ici, il était pas du tout. Voilà, que ce soit mentalement, ou physiquement aussi, ça a dû jouer certainement. Mais voilà, il n'était pas là, c'est une déception, parce que l'année passée, il avait été plutôt bon. Donc, ça a été aussi une grosse, comment dire, un gros problème à régler, parce qu'on n'avait pas de joueur vraiment pour le remplacer. Même s'il y a bien de peu de fois où il a joué, on n'en a toujours plus, même s'il a raté un seul match, mais à son âge, je pense qu'on lui est tombé dessus un peu trop vite. D'ailleurs, il a remontré par après qu'il avait été très bon. Donc, voilà, donc, moi, mon premier flop, ça restera Moussakio. Même si j'aurais pu en mettre d'autres, moi, bon, je ne veux pas non plus répéter, et voilà. Donc, on avait une liste que de 3, donc voilà. Allez Roland. Oui, j'enchaîne sur ce que disait Erko à l'instant. C'est vrai que on aurait pu les citer, mais effectivement, Romagnoli et Musacchio, l'an passé, avaient été, dans cette même émission de bilan de fin de saison, avaient été mis, je crois, aux premières places sur la plupart des intervenants de l'émission pour les tops. Bah Romagnoli Puisque oui, Moussakio au moins quand même, hein, mais Oui, moi, mais il me semble me souvenir que. Moi, en l'occurrence, j'avais mis Romagnoli, mais il me semble me souvenir que on était plusieurs quand même à avoir parlé de la paire, en fait. La paire Romagnoli-Musacchio, qui était vraiment efficace, qui était sobre, enfin, qui avait vraiment fait une très belle saison et qui avait permis au Milan de ne pas sombrer. Et cette saison, c'est un peu l'inverse. Romagnoli très emprunté, et puis Musacchio, comme disait Erko. Voilà. Donc il fallait parler d'eux. Si on regarde la saison complète, c'est pareil. On aurait pu parler des habituels Kessié et Çalhanoğlu, puisque bon, il y a eu 6 semaines, mais tout ce qu'il y a eu avant, j'ai du mal à l'oublier quand même. Bon, on va pas les accabler pour une fois, si on t'inquiète peut, pas, si on ça fait peut partie dire, du programme. si on M'en peut occupe dire ça après. aussi. D'accord, très bien. Mais voilà, je voulais dire que certes, il y a eu ces 6 semaines où notamment Çalhanoğlu a été très bon statistiquement. J'oublie pas ce qu'il y a eu avant, et je pense que je suis pas le seul, comme tu le disais. Et pour en venir plus sérieusement sur le top en lui-même, moi en troisième place, je vais parler de Leao, qui est arrivé l'été dernier et qui ne m'inspire absolument rien, que je trouve fade, prévisible. Et en plus, une attitude très limite souvent. Il est très nonchalant. Alors quand la nonchalance, c'est de la nonchalance à la Ibrahimovic, qui se promène sur le terrain un peu comme un seigneur, je comprends tout à fait. J'ai un peu plus de mal quand c'est un joueur qui vient d'arriver dans un championnat qu'il ne connaît pas et qu'il a 21 ans. Très prévisible, enfin... Ouais, à part sa qualité de course, moi j'ai du mal à lui voir des points positifs. Je crois que Natos en avait parlé la dernière fois dans Oui. une des dernières émissions, qui Ah oui, disait Feli est très optimiste. Très optimiste. qu'il voyait un très bon potentiel dans ce joueur. Ben moi j'ai du mal. C'en est un qui a en effet bénéficié aussi du retour post-confinement, puisqu'il a été plutôt pas mauvais entre guillemets sur la fin de saison. Je le trouve très bien dans le rôle qu'il a actuellement, c'est-à-dire rentrer 20-30 minutes et faire courir les défenses. Mais je le trouve qu'il pêche beaucoup à la finition. Et j'ai été globalement déçu de ses prestations, sans compter les sorties en boîte au lendemain des 5-0 qu'on prend contre l'Atalanta, les réflexions sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux par rapport à sa gestion par Pioli. Voilà, le genre de petites choses qui pourrit un peu l'ambiance et que je trouve déplorable venant d'un joueur qui a encore pas mal de choses à prouver. Deuxième place, je vais parler de Paqueta, qui a déjà été évoqué précédemment. En début de saison, Gianpaolo avait dit que Paqueta, je crois que c'était Gianpaolo qui avait dit que Paqueta était trop brésilien.
Globalement, tout le monde lui était tombé dessus en disant oui, qu'est-ce qu'il raconte celui-là encore Paqueta, c'est notre meilleur joueur, un de nos meilleurs joueurs de la saison d'avant. On a besoin d'un joueur comme lui. Et finalement, moi, je comprends tout à fait ce que disait Gianpaolo de ce point de vue-là. On l'a vu par la suite, Paqueta, c'est un joueur qui veut trop garder le ballon. Et déjà qu'on a du mal à mettre du mouvement et de la vitesse, on l'a vu pendant plusieurs années avec Souzo, on n'a pas besoin d'un autre joueur qui garde le ballon, qui veut jouer trop compliqué, qui veut trop faire un peu du gris-gris inutile. Et cette saison, il a été... Alors certes, il aurait peut-être fallu le faire jouer plus quand on voyait le niveau de Çalhanoğlu avant le confinement, mais ses rentrées étaient quand même... Ses prestations sur le terrain étaient quand même très poussives. Pas d'inspiration, jamais dans le bon rythme, jamais dans le bon tempo. Et en fait, je suis assez déçu, comme d'autres, par rapport à ce qu'il avait pu montrer en fin de saison l'année passée. Et c'est sans compter ces pleurnicheries là pour ne pas être convoqué l'hiver dernier pendant le mercato, voulant forcer un départ, je ne sais quoi. Bon, pareil, une attitude déplorable pour un joueur qui a encore pas mal de choses à prouver lui aussi. Et première place, je vais mettre Calabria, qui avait fait une saison très solide l'an passé. Je trouve qu'on l'a un peu oublié, mais il avait vraiment été important et intéressant des deux côtés du terrain l'an dernier, et même les saisons précédentes. On sentait qu'il avait quand même un potentiel vraiment intéressant, sans dire que ce sera le futur meilleur latéral droit du monde, loin de là. Mais il avait quelque chose. Il avait fait une bonne saison l'année dernière, et cette saison, il a complètement explosé. Complètement à la rue. Enfin, j'ai rarement vu un tel naufrage sur toute la saison, en fait. Qu'un joueur loupe une rencontre et coule complètement, ça arrive. On ne pourra pas dire qu'on ne l'a jamais vu au Milan ces derniers temps, mais lui, il a réussi à rater toute sa saison. Et comme le disait Aristide, je crois, Pioli savait pas trop quoi faire. Un coup c'était Conti, un coup c'était Calabria, un coup c'était Conti, un coup c'était Calabria. On peut aussi, donc en même temps Calabria, parler de Conti, évidemment. Les deux n'ont pas été au niveau cette saison, alors Conti, on le savait, et son retour de blessure, il s'est jamais remis complètement de sa blessure, et ça s'est vu clairement cette saison. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, et clairement, moi, entre les deux, puisque l'un, voire les deux, sont censés partir cet été, entre les deux, je garderai, d'un point de vue purement sportif, je garderai Calabria, car on sait qu'il peut avoir un niveau intéressant, qu'il peut être une solution viable si on accepte évidemment cette saison. Après, malheureusement, d'un point de vue financier, les vues ne sont pas les mêmes, et il sera toujours plus difficile de placer un Conti sur une jambe qu'un Calabria qui a fait une mauvaise saison. Donc à voir, mais vraiment, moi je suis très déçu de la saison de Calabria. Voilà. Bon, alors pour ma part, numéro 3, je vais faire hurler dans certaines chaumières, j'ai choisi Çalhanoğlu. Parce qu'une saison dure 9 mois et pas 6 semaines, et parce que je trouve trop facile de tout oublier à cause d'un dernier mois impressionnant. Déjà en avril-mai 2018, il nous avait fait le coup, hein. Alors pas même niveau certes, mais enfin ça va quoi. Quand on joue numéro 10 au Milan, on joue toute l'année, même l'hiver, et je trouve que lui et Kessie ont bénéficié d'une patience et d'une clémence digne de Muntari ou de Honda, peut-être même plus d'ailleurs. Tout ça pour 6 semaines, c'est trop gros et ça prend pas, en tout cas pas avec moi. Donc il faudra qu'il montre une régularité très supérieure à l'avenir s'il veut conserver cette place de titulaire au Milan, même si j'ai l'impression que de toute façon il a des passes droits et que quelles que soient ses prestations, quelles que soient ses performances, il jouera de toute façon, et quel que soit son remplaçant. Donc je suis pas trop inquiet pour lui, il devrait jouer, s'il n'est pas transféré, il devrait être titulaire encore la saison prochaine. Alors évidemment, s'il retrouvait son niveau super stellaire, là, interstellaire du mois de juin-juillet, sa place de titulaire ne se discute absolument pas. Il a été impressionnant, but, passe décisive, transversale, passe en profondeur, etc. La panoplie du parfait numéro 10, impeccable. Le problème c'est que ça a duré 6 semaines. Et encore même, je suis pas sûr que ça ait démarré dès mi-juin. De mémoire, il y avait quelques matchs où je l'avais trouvé poussif comme contre la Roma, mais bon, passons. Ça a été globalement très positif sur cette fin d'année, simplement, ça n'a duré que 6 semaines, et donc pour moi c'est flop 3 pour un type qui a le numéro 10 dans le dos et qui joue tous les matchs quasiment depuis 3 ans, en nous insupportant, parce qu'il faut savoir qu'on se les farcit quand même depuis 3 ans, tous ces matchs catastrophiques, on les a pas oubliés, nous on a de la mémoire. Numéro 2, Paqueta, parce qu'Arnac à 35 millions, qu'on eût mieux fait de dépenser sur Barella, qui fait les beaux jours de l'Inter, deuxième de Serie A, à un point du champion, hein, quand j'écoute les supporters de l'Inter,
sont élogieux sur Barella, on l'est un peu moins sur Paqueta, à juste titre, et c'est le même prix. Donc à un moment donné, il y a peut-être des choix qui auraient pu être faits et plus judicieux de la part des dirigeants milanais. Et numéro 1, bien évidemment, alors Piontek. Alors évidemment, il n'a pas joué énormément cette année, vous allez me dire, mais j'y ai tellement cru l'an passé, donc là c'est plus la déception, la déception amoureuse si j'ose dire, c'est trop fort, mais j'étais, malgré mon soutien inconditionnel à Cutrone, que je ne cesserai de renouveler, j'étais bluffé par Piontek l'année dernière, j'étais pas le seul, et du coup la déception est d'autant plus grande, et parce que je reviens à mes transferts, pour 35 millions, le prix de Piontek, on a Tonali le Milaniste, et voilà, et moi je veux des Milanistes au Milan, c'est bien connu, donc Piontek, bah il est parti, mais forcément, je trouve que l'argent, encore une fois, aurait pu être mieux dépensé. Nico m'expliquait l'autre jour, dommage qu'il soit pas là aujourd'hui, il reviendra pour la rentrée. Il m'expliquait que le Milan était le 4e club d'Europe à avoir le plus dépensé ces dernières années. Mais si on regarde les mercatis, oui, on a énormément dépensé. On a dépensé beaucoup d'argent sur des joueurs qui nous ont rarement rapporté sur le plan sportif. Donc c'est assez regrettable, surtout quand on voit les pistes qu'on aurait pu explorer, qui auraient pu aboutir et qui ont réussi ailleurs. Donc c'est toujours désagréable de voir des joueurs qu'on pouvait, certains d'entre nous, souhaiter au Milan, réussir ailleurs, en étant transférés pour le même prix que ceux qu'on a pris qui nous ont déçus. Je trouve ça vraiment lamentable. Bon, alors entamons à présent la dernière partie, comme de coutume, consacrée à l'avenir et aux espoirs, au mercato, à vos attentes. Aristide, maintenant qu'on a un numéro 10 prétendant au Ballon d'Or, le Milan peut-il retrouver la Ligue des Champions? Je pense que oui. Non, pour être honnête, encore j'étais positif l'année dernière. Je pense qu'il sera néanmoins compliqué de retrouver la Ligue des Champions cette année, malgré la faiblesse du championnat italien, et je pense qu'on en reparlera peut-être après, vu les résultats en Europe. Mais T'es voilà, surpris? je le vois. Non, on va en reparler, pardon, excuse-moi de te couper, mais moi ça me surprend pas du tout, mais je te laisse continuer. Mais voilà, moi je pense qu'on plafonnera plus ou moins à. En fait, j'ai envie de dire que l'année prochaine, je pense pas que ça puisse dépendre de nous, cette qualification en Champions League, dans le sens où je crois qu'on l'avait dit en émission précédente, mais c'est vrai que l'année dernière, on a quasiment à 2 points près les mêmes points cette année. L'année dernière, les Cadors de Serie A avaient fait une saison catastrophique, et c'est vrai que le premier qualifié, le 4e en Champions League, était à moins de 70 points. Cette année, c'est pas le cas. Donc je pense que ça dépendra pas de nous l'année prochaine, ça dépendra aussi et surtout de la Lazio, de la Roma, etc., qui reviendront peut-être, enfin surtout je parle surtout de la Roma et du Napoli, pardon, qui reviendront peut-être à un meilleur niveau, et je pense qu'on restera, enfin j'espère me tromper, j'espère à cette 4e place, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on reste à la 5 ou 6e place pour la 3 ou 4e fois d'affilée. Des souhaits pour le mercato, tant qu'à faire? Ah oui, enfin tu l'as dit, MJ, Tu sur veux Messi? évidemment, non, mais sinon j'en veux pas parce que j'ai toujours trouvé que ce joueur était bon extraordinaire, mais bon je le vois surtout extraordinaire au Camp Nou et surtout au Barça. Mais de toute façon, il a aucune chance Non, de jouer avec Castillejo de ah oui, Çalhanoğlu, il sera forcément remplaçant. S'il je venait pense chez qu'il nous. sera remplaçant avec Castillo. Bah, vu les paroles de Bah, Çalhanoğlu, je n'aurais pas. bah Je oui. pense qu'il aura même pas le numéro 10, Messi. Mais plus sérieusement, oui, des mercatos, bien sûr. Alors, je l'avais dit déjà en émission de mi-saison, mais si on n'arrive pas à recruter, comme, bon, là, on a fait quelques trucs, c'est vrai que les AO, ça reste pour l'instant un échec, mais misons sur des jeunes, misons, ça on le fait, misons sur des jeunes qui connaissent la Serie A, ça on le fait un peu moins, et puis, allez, tant qu'à faire, et puis parce que j'aime ça aussi, bon, bon, là-dessus, MJ, pour moi, on a plus ou moins la même opinion, dans le sens où enfin, miser sur la formation italienne, les jeunes Italiens, moi je demande Ah que mais ça ça. c'est Hein. mort, ça faut oublier, c'est fini Aristide. Pro- Faut on faire peut son deuil trouver de des ça. Le Italiens. Milan n'est plus italien, le Milan c'est l'AC migrant, je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, donc ça n'a plus rien à voir avec le Milan. Mais bon, j'en parlerai peut-être en mot de la fin, on verra. Mais voilà, donc j'avais listé un certain nombre de joueurs qui étaient intéressants pour le Milan. Alors moi, Tonali, j'y crois pas pour plusieurs raisons. De un, je pense que le dossier il est déjà à l'Inter pour moi depuis quelques mois, Ah, pourtant il ça veut se venir, joue hein. rien. Alors, il veut venir, justement, ça va être mon deuxième point. Est-ce qu'il est fan du Milan? Peut-être Oui. qu'il l'a été dans sa jeunesse. Est-ce qu'il veut venir dans ce Milan-là? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressé par l'Inter qui joue à la Champions League? J'en suis moins sûr. Alors moi, je ne connais pas personnellement le joueur, comme nous tous, mais les appels du pied qu'il a fait au Non mais Milan, il y a un mois pour encore, hein. Il y a pas- un mois, je sais plus ouais, si c'est son agent ou lui, j'ai oublié, il y avait une interview qui sortait et disait qu'il était très intéressé par le Milan. Le problème c'est que si le Milan offre 25 millions alors qu'il en vaut 35, c'est forcément problématique. bah, écoute, moi j'ai vu il y a un mois ou deux les paroles du président de Brescia qui disait qu'il ne savait même pas où Tonali préférerait jouer parce que voilà, Brescia était quasiment déjà en série B et puis en gros il a sous-entendu que Tonali n'avait pas de préférence. Donc voilà, après bon, entre ce qu'on entend et ce qui est vrai, mais dans tous les cas le projet Tonali
Alors bien sûr que j'aimerais, mais c'est utopique, c'est complètement utopique. Par contre, il y a d'autres joueurs intéressants. Il y a des joueurs comme Domenico Berardi qui sort d'une très bonne saison. Il y a un certain Manuel Locatelli qui a l'air pas mal. Je pense qu'on pourra en faire quelque chose. On va On pourra racheter en un faire mec quelque qu'on a vendu. chose. Non mais moi Ah j'étais ouais. pour garder Locatelli, donc j'en parle très objectivement. Mais aller dépenser des sous et payer plus cher un mec qu'on a vendu. Tu vois, c'est un peu comme si on allait payer Coutron et 40 millions s'il met 20 buts l'année prochaine. Tu vois, c'est un peu la même chose. Comme on avait Oui, fait non, pour mais je suis Matri. d'accord. D'ailleurs, rappelle-toi Matri qu'on avait été chercher 12 millions. Oui, Ça bien avait sûr. scandalisé tout le monde à juste titre. Alors que c'était un mec formé au club. Donc c'est toujours dommage quoi. Et comme ce qu'a fait la Juve avec Paul Pogba, lâché gratuitement et racheté 100 et quelques millions 2 ou 3 ans plus tard, mais ce qu'a fait Manchester United, pardon. Mais après, voilà, ça reste un bon joueur. Donc, enfin, en gros, moi, mes espérances pour c'est un bon mercato avec des Italiens. J'aimerais bien. Le petit Gabia, j'adorerais qu'il reste comme ça l'année prochaine. C'est pour ça que tout ce qui est Musacchio, etc., Lo Duarte, j'espère qu'elle a. Enfin, bon, je pense que Simon Jair, il n'y a pas de débat, vu la fin de saison qu'il a fait, il sera titulaire, mais que Gabia grandisse tranquillement, qu'il fasse de belles choses. Et puis bon, il n'y a plus qu'à espérer que ce collectif, et Roland en parlait tout au début d'émission, et ce collectif qui semble naître au sein du Milan, porté par Zlatan Ibrahimovic, que ce collectif continue de s'élever petit à petit et qu'on continue à avoir un peu de football au Milan AC avec des bons résultats, j'espère. Allez Arco, qu'attends-tu de ce club pour l'année prochaine? Bah, la continuité qu'on a eue les 6 dernières semaines, évidemment, je pense que c'est le rêve que tout le monde attend. Maintenant, est-ce que c'est réalisable ou pas, on verra. Donc, au moins, déjà une stabilité dans l'effectif, ça, je pense qu'on l'aura, parce qu'on va garder l'entraîneur pour la première fois depuis longtemps quand même. Et j'espère qu'on fera un recrutement intelligent et adapté à l'entraîneur, qu'on va écouter ce qu'il veut, qu'on va vraiment faire un recrutement que Pioli dirigera avec Maldini et Massara, qu'on va c'est quand même pas recruter pas mal de jeunes aussi, parce qu'à défaut d'avoir de l'argent à dépenser, autant mettre en avant des jeunes qu'on pourra avoir, des retours qu'on pourra, parce qu'apparemment c'est quasiment, enfin, c'est pas officiel, mais c'est quasiment sûr que Pobega fera le vice-caissier l'année prochaine, Pioli est dans beaucoup de lui. Donc, on pourra aussi racheter Pessina à l'Atalanta, vu qu'on a 50% dessus. Et apparemment, il a fait une grosse saison à Hellas Vérone. Donc, c'est pas impossible non plus qu'on le recrute. Donc, on pourrait, tout en restant italien, évidemment, il a cité Locatelli aussi, qu'on pourrait reprendre. Mais on peut parler aussi de Ricci, d'Empoli, qui pourrait nous refaire une Benacer aussi. Donc, il y a quand même pas mal de choses intelligentes à faire. J'espère qu'on les fera. Il faudra aussi prolonger les cadres, parce que voilà, je pense que prolonger Ibrahimovic, c'est quelque chose qui sera très important l'année prochaine, même si voilà, il y aura peut-être plus le niveau sportif qu'il a eu, mais il est beaucoup trop important Mais avec quel dans le salaire? vestiaire. Parce que si tu veux le C'est prolonger ça le au-delà de problème. l'année prochaine, c'est-à-dire que tu veux qu'il fasse 2-3 ans encore au Milan? Non, 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 non. Pour l'année prochaine, Ah, justement, pour faire une transition, justement, une sorte de rampe de lancement pour après pouvoir grandir, avoir un peu plus de budget l'année prochaine. Et justement, en parlant de ça, j'espère qu'aussi un peu de continuité dans le travail de Gazidis, parce que même si je l'ai allumé avec ce qu'il a fait avec Boban, parce que je pense que c'est un problème qui aurait pu être réglé en interne avec une petite tape sur la main, mais il a quand même fait un très gros travail sur l'image de l'équipe, hein, parce qu'apparemment, quand même, j'ai pas des chiffres, hein, mais apparemment, il a quand même fait baisser drastiquement la dette donc du club. c'est vrai. Il a quand même réussi à prolonger le contrat avec Saïd Emirat. Donc, même si on aura un petit peu moins, mais on aura le droit de mettre un non-sponsor à la place. Donc, ce sera plus un sponsor unique maintenant, ce qui est un gros travail. Il a signé Le un maillot contrat va être avec encore un. plus bariolé. Moi, j'achète plus de maillot du Ouais. Milan, c'est terminé, hein, je suis désolé, mais il y a je sais pas combien de lignes sur le maillot. Qu'est-ce que ça me manque, les maillots Opel? Une ligne sur le maillot. Tu vois, c'est vraiment Ouais, le mais je truc. pense, Ah ouais, ça c'est insupportable. je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a un moment, il faut peut-être faire un ou deux sacrifices si on veut s'aligner avec les autres cadres européens. Donc, Ah ouais. je Ah, pense mais qu'on il n'aura y a pas des le choix. cadors qui n'ont pas 3 ou 4 lignes d'occupées sur leur maillot, hein, je te rassure, c'est possible. Oui, Il y a même un oui, club mais comme Barcelone qui pendant des années a joué sans sponsor. Hein. Moi j'adore les maillots sans sponsor personnellement, c'est pour ça que je préfère les maillots des équipes nationales. Enfin pardon, tu peux reprendre la parole, excuse-moi, je t'ai oui, coupé. mais bon, justement, ils ont fait ça, que c'était déjà des cadres. Nous, on a un club à reconstruire. Je pense pas qu'au tout début, Barça, avant qu'il devienne le grand club qu'il est maintenant, enfin, peut-être plus maintenant, mais en tout cas qu'il était ces quelques dernières années, je pense pas qu'il a joué sans sponsor à ce moment-là. C'est par après qu'il pouvait se le permettre. Donc, je pense que c'est un truc différent. Mais Et toi maintenant, tu l'as le maillot? Tu l'as le maillot c'est actuel? quoi? Le maillot du Milan? Du, le tout nouveau qui est sorti, là? Le tout nouveau Ou ou celui de la saison celui de écoulée, fin. je veux dire, est-ce que ça te donne envie de Ah oui, non, ça l'acheter? je l'ai, ouais. Ah tu Ouais, l'as, ouais, non, d'accord. je l'ai, ouais. Ah bah c'est Ouais, bien, je l'ai. félicitations. Ouais, merci, ouais. Floqué, Et donc, et quel joueur? Floqué Arco? Romagnoli. Non, Ah Romagnoli, Romagnoli quand même, d'accord. Ok. Donc, pour terminer sur le travail de Gazidis aussi, le contrat qu'il a fait avec le, comment dire, je sais pas si c'était qui,
une entreprise d'un rappeur qui a fait ça justement, qui améliore l'image des sociétés pour qui travaillent avec eux. Je pense que c'est comment on dit, je suis pas très rap, mais Moi, j'y connais enfin, c'est un rien, des plus connus apparemment, quoi. C'est que la société-là est réputée justement pour être améliorer l'image. Justement, on va pouvoir être connu aux États-Unis maintenant grâce à ça, avoir être montré un peu partout. Et je pense que ça va faire un grand bien aussi à l'équipe. Donc, on a beaucoup critiqué sur le fait que Gatiodis ne faisait rien par rapport à ce qu'on attendait de lui. Je pense que c'est totalement faux, c'est même l'opposé. Il y a un travail qui se fait en amont de sa part, qui n'est pas mis spécialement en avant, mais qui est réel. Et j'espère qu'il continuera l'année prochaine et ça va grandement nous aider pour les années à venir. Et je vais juste terminer sur la confirmation de 2-3 joueurs, parce que je pense que voilà, Çalhanoğlu, voilà, c'est une chance sur deux, parce que voilà, c'est plus dû aux circonstances, mais j'espère que je me trompe. Attention, Mais le public va revenir un jour. Hein. Oui, ouais, mais bon, il est joué avec un public à Leverkusen. Hein. Il ne faut pas dire qu'à la Bundesliga, il joue sans public non plus à l'époque. Et il était très bon à ce moment-là. Donc maintenant, là où Kessie, il y a vraiment une amélioration technique. Parce que même si les conditions n'étaient pas bonnes, j'ai jamais vu faire des transversales comme il fait maintenant. Hein. Des gestes techniques qu'il s'est permis de faire qu'il ne faisait pas avant. Des contrôles de balles réussis. Un jeu, comment dire, plus simplifié, mais direct et bon. Des passes quasiment toutes réussies. Pour moi, ça a été une grosse surprise de voir à ce niveau-là. Donc j'espère et je pense qu'il confirmera l'année prochaine parce que c'est des qualités techniques, c'est pas dû à une circonstance, c'est dû à un travail qui a été fait de sa part en amont et qui va payer maintenant et aussi au fait qu'il a enfin compris la tactique de Pioli. Il avait dit que c'était dû beaucoup à ça. Et pour DAO, voilà, c'est le problème. Je comprends qu'on mette dans des flops parce qu'il mérite de l'être. Le problème, c'est que je pense qu'il a un gros potentiel aussi parce que même si voilà, il est très nonchalant alors qu'il ne devrait pas l'être, mais il a une grosse accélération et techniquement, il peut faire des grandes choses. Et l'avantage qu'il a, c'est que quand il se rate, il peut se rattraper avec son physique. Combien de fois il n'a pas raté des gestes techniques et grâce à sa vitesse et sa puissance, parce que malgré tout, même si son gabarit ne montre pas forcément, c'est un joueur assez puissant, il rattrape ses erreurs grâce à ça. Mais le problème, c'est qu'il ne se bat pas tout le temps qu'il devrait se battre. Et ça se voit, voilà. Comme il le dit, il est très bon quand il rentre. Mais en tant que titulaire, il est toujours mauvais. Donc, j'attends beaucoup de lui l'année prochaine et j'espère que à la fois Ibrahimovic et à la fois Pioli arriveront à le mettre dans le droit chemin. Mais j'espère qu'ils vont le mettre sur le côté gauche parce que dans l'axe, ça n'ira jamais. J'ai toujours trouvé meilleur sur le côté gauche. Moi, il me rappelle Balotelli dans sa nonchalance, mais il me fait penser également à un autre joueur dont on louait le potentiel et les vertus de dribbleur également. C'est un joueur brésilien qui s'appelle Denilson, qui a joué au Betis Séville, qui a joué à Bordeaux également, et auquel on prédisait un avenir extraordinaire et qui finalement s'est vautré lamentablement, qui a jamais été un grand joueur, alors qu'individuellement, techniquement, il était très fort, mais ce qui ne suivait pas, c'est le mental et la capacité à jouer en équipe. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'observe les mêmes défauts chez Leao, même s'il est moins bon dribbleur que Denilson quand même, faut pas déconner. Hein. Donc j'attends de voir. Bon, j'ai déjà énoncé à maintes reprises mes regrets sur les circonstances de son arrivée, je vais pas épiloguer, et je vais demander à Roland ce qu'il pense, quelles sont ses attentes, en tout cas à défaut de prévision, par rapport au Milan, notamment la saison prochaine. Il y a beaucoup de points dont on pourrait parler à ce moment-là de l'émission. On va peut-être commencer par la stabilité. La stabilité, soi-disant... l'unité soi-disant affichée, la volonté de stabilité, d'où la prolongation de contrat de Pioli, et finalement pas Rangnick, et finalement pas le projet jeune scouting, trading à outrance. La permanence de Maldini au Milan, oui, non, peut-être, on ne sait pas trop. Quelle place pour Pioli ? Est-ce que cette embellie sportive de ces fameuses 6 semaines va perdurer et finalement, est-ce que Pioli va rester jusqu'à la fin de la saison prochaine ? Parce qu'il faut se souvenir quand même du scepticisme dans lequel il est arrivé. Tout le monde savait que Pioli, c'est un entraîneur, et je pense que ce n'est pas les 6 dernières semaines qui vont changer quoi que ce soit. On sait que Pioli, c'est un entraîneur de milieu bas de tableau, qui change de banc régulièrement. Qui vient sauver des clubs promus qui rament un peu ou des clubs historiques qui ont un peu de soucis, voilà. Mais est-ce qu'on construit un projet avec un entraîneur comme Stefano Pioli ? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est finalement pas plus mal de le garder alors qu'on voulait repartir à nouveau à zéro, sans Maldini, avec Rangnick qui allait avoir un poste aux compétences élargies, enfin, ça devient fatigant d'avoir ces débats tous les ans. Moi, j'aimerais qu'on arrive
je le disais, je crois déjà l'année passée, et peut-être même l'année d'avant, j'aimerais qu'un jour on se concentre sur le football dans ce club. Euh, pour moi, cette saison, elle est à nouveau à oublier, peu importe ce qui s'est passé ces 6 dernières semaines. J'arrive pas à oublier le 5-0 de l'Atalanta. J'arrive pas à oublier la sortie de Boban. J'arrive pas à oublier ces 6 semaines où Pioli travaille alors que la direction du club derrière fait tout pour lui savonner la planche et mettre un nouvel entraîneur. Enfin, on nage dans le flou comme d'habitude. Est-ce que la saison prochaine on sera en Ligue des Champions? Un peu comme vous, je suis pas particulièrement optimiste parce que la Serie A est peut-être pas un championnat au niveau très relevé, c'est un fait, mais je pense qu'en tout cas ça s'homogénéise en haut. Certes, il y a toujours la Juve évidemment. L'Inter, quoi qu'on en dise, progresse. La Lazio est toujours là. L'Atalanta, n'en parlons pas. Finalement, les 4 places devant sont déjà occupées, je pense. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans l'équipe. La défense centrale, Kier, pareil, c'est un joueur qui est bon sur le confinement, ça, il n'y a aucun doute. Mais avant ça, depuis qu'il est arrivé en janvier, je le trouvais quand même très poussif. Pareil. À plusieurs reprises, je m'étais demandé si finalement le Musacchio de cette saison avait vraiment quelque chose de moins que le Kier qu'on voyait en janvier-février. Alors peut-être ce défenseur central, en espérant que Romagnoli retrouve aussi son niveau qu'on lui connaît de ses 4 premières saisons au Milan. Le poste d'arrière droit, évidemment. Qu'est-ce qu'on prend? Quel type de joueur? Avoir un nouveau Théo Hernandez, est-ce que ce ne serait pas mettre en difficulté notre défense centrale, par exemple? Que faire de Kessié? Est-ce qu'on garde Kessié? Est-ce qu'on fait revenir Bakayoko comme c'est en train d'être discuté? Est-ce que Bakayoko va vraiment faire progresser le niveau de l'équipe? Est-ce que Bakayoko est un joueur indispensable, tout comme Kessié? Est-ce que Çalhanoğlu va tenir son rôle de numéro 10, de vrai numéro 10, qui mérite son numéro 10 pour plusieurs mois, pour une saison complète? Parce que Vous avez 4 heures. 6 semaines, voilà, c'était bien beau, mais est-ce que ça va durer? Ibrahimovic, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'on doit lui accorder ce salaire à 7,5 millions d'euros annuels qu'il demande pour un an? Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, parce que statistiquement, il n'y a rien à dire sur Ibrahimovic, mais je l'ai quand même trouvé parfois très limite dans le jeu. J'étais pas le seul à penser ça, donc ça me rassurait un peu. À l'aile gauche, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde Rebic? Est-ce que Rebic, on le met plutôt en pointe? À l'aile droite, désolé Aristide, mais Castillero... voilà quoi, enfin, je pense qu'on a eu une image, beaucoup de supporters ont eu une image beaucoup plus positive de Castillero cette saison, à partir du moment où Souzo est parti, en se disant, comme quoi, c'est possible d'avoir un mec qui court dans un couloir. Parce que c'était tout l'opposé de Souzo de ce point de vue-là, mais est-ce que d'un point de vue physique, technique, il a vraiment le niveau pour... Enfin, est-ce qu'on peut espérer aller en Ligue des Champions avec un joueur comme lui titulaire? Voilà, les chantiers sont énormes, il y a beaucoup de choses à faire. De ce point de vue-là, c'était vraiment sur l'aspect sportif. La gestion du club aussi, comme je disais, Maldini, le Rangnick, le Parangnick, le Pioli. Où va-t-on? On ne sait pas trop. Est-ce que Pioli sera encore là en novembre? Et voilà, moi je me pose la question, comme beaucoup, je pense. Est-ce que ça va pas faire comme Montella, qu'on a prolongé trop tôt, comme Gattuso, qu'on a sans doute prolongé trop tôt, et ainsi de suite. Ensuite, sur l'aspect finance, tout ça, en tout cas, le oui mais non de Rangnick est quand même une sacrée claque, je pense, pour Gazidis, parce qu'il ne devait pas s'attendre à ça, et maintenant il a finalement plus d'arguments pour virer Maldini. Donc ça va être compliqué pour lui. Mais du point de vue économique, qui devrait être géré donc par Gazidis, effectivement, il y a des choses qui sont positives. Emirates continue, qu'on aime ou pas Emirates, comment ça s'affiche sur le maillot, c'est un débat, mais d'un point de vue financier, c'est important. La possibilité d'avoir un autre sponsor maillot, hélas, parce que moi non plus, je n'aime pas les maillots bariolés comme on peut voir dans d'autres sports ou sur des petits clubs, mais il faut reconnaître que ça fonctionne comme ça maintenant. On n'est pas des cyclistes, quoi. Oui, voilà, exactement. Mais la Juve a un sponsor dans le dos, l'Inter aussi, la Roma aussi. La Lazio n'a pas de sponsor parce qu'elle n'en trouve pas au tarif qu'elle veut, donc ça se passe comme ça. Effectivement, de ce point de vue-là, Gazidis a fait son boulot. Il y a des nouveaux sponsors qui arrivent. Il y a le contrat dont parlait Erco avec Rock Nation, l'agence d'événementiel de Jay-Z, qui est quand même
quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui est important pour l'image, la communication du club. Voilà. Pour l'instant, Gazidis fait son boulot de ce point de vue-là. Tant qu'il n'interfère pas dans le sportif, moi ça m'arrange, parce que Maldini, pour sa première saison lâchée en tant que dirigeant seul, entre guillemets, il s'est planté quand même sur l'entraîneur, mais pour le reste, le mercato lui a globalement plutôt réussi. Et puis on va regretter, je pense, Boban de ce point de vue-là. Il y a quelques années, on avait la fameuse interview de Maldini, qui était un peu notre mantra sur Casa Milan, sur AC Milan Zone. Ouais, 2013. Quand il dit ils ont détruit mon Milan. Je pense que l'interview de Gazidis qui a provoqué de Boban cette saison, qui a provoqué son licenciement, est tout aussi importante dans l'histoire du club et la compréhension des enjeux autour du club. Et je vais me permettre de lire l'interview, de lire la réponse qu'il a apportée à la dernière question. La question du journaliste à Boban, c'était: beaucoup de gens disent que le propriétaire est trop éloigné de la gestion des clubs de football et de la société italienne. Qu'en pensez-vous ? Alors derrière la réponse de Boban, nous savons à quel point il est important d'avoir une identité milanaise et italienne. On peut l'inculquer aux joueurs étrangers, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Entre parenthèses, Boban en est très certainement un. Ouais. Nous comprenons que ce soit difficile à assimiler par un propriétaire étranger, mais c'est un passage fondamental. On ne doit jamais arriver à une désitalianisation et à une démilanisation du club. Ce serait comme perdre notre âme. Mais c'est déjà fait, je le dis en tant que patriote croate qui aime ce club, cette ville et cette magnifique terre. Eh ben bravo. Voilà, je pense que ce paragraphe-là, c'est le concentré de tout ce que doit être le Milan. Et globalement, c'est tout ce qui manque un peu actuellement au Milan. Alors, ça aurait été pire avec Rangnick. Heureusement, il reste toujours Maldini. Et peut-être que je l'idéalise trop, que je le vois trop comme un saint. Mais le saint patron Maldini, c'est bien la dernière source d'espoir qui me reste dans ce club. Et Dieu sait si on avait des doutes en début de saison, parce qu'il faut savoir qu'il a été très très critiqué. En même temps, les résultats n'étaient pas là, il faut le dire, et puis surtout les recrues n'étaient pas performantes comme on les a vues par la suite. Donc il s'en sort bien, très bien, on est content pour lui, on est content qu'il reste. C'est un pied de nez à Gazidis en effet, mais comme Aristide veut réagir, je lui donne la parole. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Roland sur Castillejo. Du coup, je voulais un peu éclaircir le point. Effectivement, j'ai dit 3 choses sur Castillejo. La première, c'est qu'il avait énormément progressé depuis l'année dernière. Ça me paraît indéniable. La seconde, c'est que je le comparais et je le trouvais bien supérieur à Sainmakers. Et enfin, j'ai bien insisté sur le point à la fin, c'était que même s'il n'était pas pour moi un titulaire indiscutable, ou ne serait-ce qu'un titulaire en puissance, il rentrerait parfaitement, je pense, s'il ne se blesse pas dans la rotation du club. Après, que ce soit pour se qualifier en Champions League ou autre, ça c'est un autre débat, mais voilà, je tenais à clarifier ce point. Et oui, bien sûr. Et comme je peux... J'avais bien compris. Oui, bien sûr, mais je préfère le redire parce que c'est pareil. Je vais revenir pareil sur Bakayoko. Alors, je vais répéter, je n'ai pas, comme MJ aime le dire, le maillot de Bakayoko ou la petite statue dans le jardin ou même le balcon. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'avais rien à Bakayoko sur sa saison. Pour moi, c'était le seul milieu de terrain, presque joueur de foot, entre Kessié, Çalhanoğlu, Biglia et j'en passe, et les blessures de Bonaventura l'année dernière. Il y a des rumeurs sur le retour de Timo Bakayoko. Je ne suis pas spécialement pour une première raison, c'est que le coût me semble, de ce que demande Chelsea, me semble quand même bien trop élevé. C'est combien de mémoire, c'était 25-30. Ah oui, d'accord, donc, on peut aller sur Tonali, alors allons-y, c'est bon. Donc de mémoire, c'était 25-30, donc déjà trop élevé. Et puis de deux, est-ce qu'il serait complémentaire dans un milieu à deux si Pioli garde ce milieu à deux, si Pioli reste, comme disait Roland, parce que bon, voilà, on sait pas ce que donnera Pioli l'année prochaine. Est-ce qu'il pourrait retourner dans cet effectif de 4-4-2 avec un milieu qui n'est plus du coup en 3, où il serait plus sentinelle et il serait un milieu à deux? Ça, j'en suis moins sûr. Donc si c'est pour mettre 20-25 millions, je préfère le dire et je le dis sur Casa Milan, autant prendre quelqu'un d'autre que Bakayoko. Bon alors Roland, c'est parti, le dialogue est lancé. Oui, je repars simplement sur Pioli. On a beaucoup parlé de Çalhanoğlu, Kessié, évidemment, qui ont réussi ces 6 semaines. Mais oui, pour compléter par rapport à Pioli, effectivement, Pioli sort grandi de ces 6 semaines et de sa gestion. Et pour continuer dans ce que je disais avant, comme quoi c'est un entraîneur de petites équipes, c'est qu'en fait, ce qu'il a fait au Milan, c'est ramener à l'essentiel. C'est-à-dire reprendre les bases. Je vais pas dire savoir faire une passe dans les pieds et cadrer un tir, c'est pas ça. Mais recréer un collectif, un semblant de jeu, d'organisation, dans le marquage,
dans la construction des actions. Il est reparti de ça, et je pense qu'il est très bon pour ça, mais qu'il ne pourra pas nous faire franchir le cap qui est de s'affirmer vraiment comme une place forte, à nouveau, du football en Italie, avec une équipe qui arrive à chaque match avec des certitudes. C'est un très bon entraîneur, je pense, pour reprendre une équipe qui est déconstruite et qui part à volo. Là, voilà, on a l'entraîneur qui a bien fait ça, et il était venu pour ça initialement, il était venu pour finir la saison. Et est-ce qu'on va construire une équipe avec un entraîneur comme lui ? Moi, j'ai des doutes, mais ensuite mes doutes légitimes pour la 4e place. Bon, on va passer au mot de la fin. Alors en général, je donne le mien tout à la fin. Mais le truc, Roland, c'est que tu m'as tendu la perche avec ton interview de Boban. Je peux pas m'empêcher de rebondir tout de suite, ce qui vous permettra de réagir aussi, bien sûr, en plus de donner votre mot de la fin à vous. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. C'est toujours la partie presque la plus attendue, je dois dire, avec les tops et les flops, parce qu'on sait pas de quoi chacun va parler, on n'a pas la moindre idée, c'est très varié, aléatoire. Non, je rebondis sur ce que disait Boban, parce que moi, lorsque le club est passé sous pavillon chinois en 2017, je vous avais dit, vous allez voir, l'italianité c'est fini, en sachant évidemment qu'elle avait déjà pris du plomb dans l'aile sous Berlusconi avant, mais j'annonçais l'accélération de la désitalianisation du club, confirmée par les Chinois, puis par Elliott. Alors je voudrais rappeler qu'en 2017, on a eu 3 Italiens sur 10 recrues, 1 Italien sur 9 recrues en 2018 et carrément 0 sur 10 en 2019 pour aboutir à un effectif comprenant 7 Italiens seulement, dont 3 titulaires, probablement 2 l'an prochain, puisque j'imagine qu'un arrière-droit étranger arrivera. Alors évidemment, on pourrait n'en avoir cure, on pourrait considérer qu'il s'agit là d'une évolution normale, du football mondialisé, progressiste, tout ce que vous voulez, sauf que Milan, c'est encore une ville comprenant 1 404 239 habitants, dont 277 773 étrangers, soit 20%. On peut donc s'interroger sur le degré de représentativité du peuple milanais dans son club, plus généralement du peuple lombard, d'ailleurs, parce que je rappelle que le Milan c'est le chef-lieu de la Lombardie quand même, et par extension du peuple italien. L'Italie étant un grand pays de football qui a envoyé ses équipes de jeunes en finale du championnat d'Europe en 2018 et en 2019, je le rappelle assez souvent, et on me parle souvent de la formation allemande sur ces deux championnats. Les deux derniers, joués par les U17, les Allemands n'ont pas passé les poules. Voilà, je le dis, on peut s'en foutre, je le dis, c'est factuel. Et surtout, je vais même plus loin, ce qui se passe depuis quelques années va à l'encontre de ce qu'est Milan, et c'est là que je rejoins Boban. On va pas rappeler les circonstances de la scission avec ce qui est devenu l'Inter en 1908, mais on peut rappeler que le Milan s'est construit jusqu'à la fin des années 2000 sur un inamovible socle italien, sur lequel venaient se greffer des étrangers de talent. J'insiste bien sur le talent. D'accord, on prenait pas des demi-portions, on prenait des vraies valeurs ajoutées comme Savicevic. Le premier maillot du Milan que j'ai acheté, c'est le maillot de Savicevic, parce que Il Genio était un joueur phénoménal que j'ai admiré, qui était en poster dans ma chambre. Mais renier le socle italien, c'est renier Milan, tout en continuant à occuper un stade, un centre d'entraînement, des installations, une ville, un territoire, un sol. La moindre des choses d'après moi, ce serait de respecter ce sol et de respecter ceux qui ont vécu Milan depuis 1899. Je trouve qu'on le fait trop peu et qu'il ne faut pas oublier ce que c'est que l'ADN du Milan. Le Milan n'est pas l'Inter, c'est pas juste une différence de couleur de rayures. Et je trouve que beaucoup de supporters non italophones ont tendance à passer sous silence, j'ai écrit un article sur le sujet il y a quelques jours, cette histoire de désitalianisation des clubs, comme si c'était devenu un acquis, quelque chose sur lequel on ne pouvait pas revenir. Eh ben si, on a toujours la possibilité de recruter des Italiens de talent, l'Inter l'a fait, l'Inter, vous vous rendez compte que je ne supporterai jamais, j'aborde cette équipe, comme évidemment la plupart des Milanistes, mais enfin l'Inter ne regrette pas le recrutement de Barella, ne regrette pas non plus le recrutement de Sensi, même s'il s'est blessé, il était excellent avant sa blessure, Bastoni titulaire, ils sont sur le point peut-être de prendre Tonali, j'espère pas, je veux encore croire à sa venue au Milan même si c'est compromis, bref, c'est possible, faisons-le, n'attendons pas, nos jeunes sont performants, les équipes nationales le montrent, donc n'attendons pas, Milan est italien de tout temps, voilà ce que je voulais dire. Maintenant on passe au mot de la fin de chacun, et puis évidemment à vos réactions, on commence avec Erko. Et juste une petite parenthèse avant de commencer mon mot de la fin, aussi de Pioli, c'est une question, une vraie question. Est-ce qu'on pouvait le virer, sachant que, donc déjà en vue de ces 6 dernières semaines, sachant qu'il y a soutien inconditionnel des supporters, mais surtout du vestiaire. Est-ce que tu peux commencer une saison avec un vestiaire qui risque de très mal prendre le licenciement d'un entraîneur qui soutenait, mais à 100%? Est-ce que c'est faisable? C'est une question. Donc, ah non, mais tu as raison. Pour moi, c'était ça aussi la problématique. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a été réfléchi.
Donc pour moi, la réponse était non. Maintenant, tout un chacun peut avoir son avis, évidemment. C'est important d'appuyer ce propos, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit. Donc tu fais bien de le souligner, c'est un propos important. Dans la presse, on a vu que les joueurs soutenaient Pioli, Mordicus, et donc il était compliqué de s'en débarrasser, et ça a dû peser fortement sur la décision de le garder. C'est totalement juste. Surtout que c'est la première fois que des joueurs prenaient, parole aussi fort dans la presse, quoi. Donc d'habitude, même avec Gattuso qui est apprécié, les joueurs n'ont pas défendu à ce point-là. Donc ici, ils sont mouillés justement pour le garder. Enfin bon, voilà, bref. Donc pour revenir au recrutement italien, je vais terminer mon mot de la fin sur ça, c'est que plus qu'un recrutement, il faut repartir sur un système de formation. Tu regardes les plus grandes équipes de l'histoire du football, même de l'histoire récente, que tu prennes le Bayern, le Barça ou même l'Ajax, qui a vachement plu à tout le monde, je pense. C'était des équipes qui ont, depuis les plus basses classes, enfin des basses classes de formation évidemment, ont un système de formation bien précis, une tactique qui est respectée par rapport à celle de l'équipe première, et donc un modèle pour les jeunes, et des jeunes qui rentrent systématiquement en équipe première, une base de 3-4 joueurs, même au Bayern encore maintenant, de 3-4 joueurs qui sont formés au club et qui sont très importants. On doit repartir absolument sur ça, parce que des joueurs de qualité dans les jeunes, on en a souvent. Et 6 Allemands titulaires, hein, Erko, excuse-moi, mais 6 Allemands titulaires au Bayern, c'est très important de le rappeler quand même, ça. Hein, ça existe encore, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et c'est à l'heure actuelle l'équipe la plus impressionnante de la compétition. Hein. Oui, exactement. Donc voilà. Donc même si je peux entendre que justement les joueurs italiens coûtent cher, c'est vrai, mais pas comme tous les clubs nationaux. Non, mais de toute façon, c'est comme ça partout. Tu vois, un club allemand qui vend un autre club allemand va vendre plus cher. Donc ça me paraît un peu normal qu'ils ne renforcent pas forcément une autre équipe comme ça. Donc voilà, c'est comme en Angleterre, tu as le gars Maguire qui a coûté à Manchester. Donc voilà, c'est comme ça, c'est dans tous les championnats, donc c'est pas une excuse. Maintenant, à défaut de ne pas savoir les acheter, qu'on est fort, encore ici, on a notre jeune milieu, j'ai oublié son Breccianini, qui est rentré, qui a montré quand même un certain potentiel. Bon, je ne dis pas à garder l'année prochaine, forcément, pour faire jouer, c'est quand même pas mal de jeunes derrière, comme Pobega ou Pessina, qui peuvent revenir, mais on peut prêter et compter sur eux pour l'avenir. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Pour moi, toute l'école de formation du Milan doit être revue et doit avoir une importance dans l'avenir. Parce que peu importe les moyens qu'on peut avoir, peu importe si on est racheté, peu importe si on va avoir 100 millions pour chaque mercato, on doit avoir une base solide des jeunes qui connaissent et qui sont passionnés par le club. C'est comme ça que tu gagnes des Coupes d'Europe, c'est avec des joueurs qui se donnent à 200%, qui mouillent. C'est pas forcément des joueurs de talent, si, évidemment. C'est des joueurs qui ont envie de rentrer en guerre pour leur équipe, ouais, et qui ne connaissent que cette équipe-là. Comme Cutrone. Oui, maintenant, voilà, Cutrone, exactement, même si, voilà, il y avait ses limites, on les voit aussi à Fiorentina, mais je pense que comme réserve, on aura pu le garder au moins comme Bussibra cette année-ci. Donc voilà, maintenant, voilà, je ne sais pas pourquoi il est parti, si c'est lui qui a voulu ou pas. Non, on l'a poussé dehors, c'est très clair. On l'a poussé dehors. Il y a quand même, ou je confonds avec Locatelli, je ne sais plus. Mais non, c'est Locatelli, oui. Mais Cutrone, on l'a poussé dehors. Voilà, moi j'ai confondu. Alors. Il a même dit sur son Instagram quelques jours après, enfin Roland nous confirmera ça, mais d'ailleurs Cutrone a été clairement poussé dehors, et tu parles de Cutrone à la Fiorentina, moi c'est pas Cutrone à la Fiorentina qui m'intéresse, c'est ce qu'il faisait au Milan. Au moment où il était bon, c'est-à-dire qu'on a brisé un joueur dans son ascension, c'est ce que je dis toujours, quand tu n'arroses pas une plante au bon moment, elle fane. Et c'est quand Cutrone était bon, quand il a mis André Silva et Kalinic sur le banc, après avoir mis 10 buts dans une équipe, je le dis souvent, qui te procurait à peine une demi-occasion par match, qu'il fallait le confirmer. On a été prendre Higuain, qui a déçu, mais à la limite je reproche même pas qu'on ait pris Higuain, je reproche qu'on ait mis Cutrone sur le banc, et qu'il n'a quasiment pas joué. Alors on me disait que parfois il rentrait un quart d'heure, 20 minutes par match, mais forcément quand tu réduis le temps de jeu, tu réduis le nombre de buts, c'est mathématique, c'est statistique. Bon, et ensuite pour mieux le dégager l'année suivante, c'est scandaleux ce qui s'est passé, c'est lamentable. Et ensuite il me dit, bon regardez, en Angleterre il a échoué, à la Fiorentina c'est pas terrible. Je fais, d'accord, mais moi je l'avais dit, ça je l'avais annoncé qu'il se planterait ailleurs, ce qui m'intéressait c'était Milan. Erko, as-tu fini? Ouais, j'ai fini, voilà. Donc, pour résumer, ce que je disais avec Cutrone, c'est justement qu'il était dans une formation Milan, qu'il ne voyait que par Milan, qui était fait pour jouer au Milan. Et voilà, ça s'est confirmé quand il est parti. Donc voilà, donc tu as bien résumé la situation. Et Roland, c'est ton tour, vas-y. Moi tu connais ma position là-dessus, et c'est vrai que globalement, on le voit, mais pas qu'à l'échelle du Milan. Il y a quelques années, l'équipe d'Italie, c'était la Juve, et tous les journaux s'amusaient à parler de l'Italie Juve. Alors, je sais bien que les médias italiens sont pas particulièrement réputés pour leur sérieux ou leur impartialité, notamment certains à l'égard de la Juve. Sky Sport et Tuttosport, pour ne citer qu'eux, évidemment. Mais même la Juve, aujourd'hui, ne peut plus s'en prévaloir. Et finalement,
la moins bonne Juve de ces dernières années, c'est celle de cette année, avec finalement un Italien titulaire en la personne de Bonucci. Alors que l'Inter finit à 1 point avec 4 ou 5 Italiens titulaires, je crois. Ouais, et le problème derrière tout ça, c'est que, et on en a parlé déjà plein de fois et on l'évoque régulièrement ici, c'est que derrière, pour la nationale, comment est-ce possible pour la nationale de retrouver son niveau? On dit, ah ouais, l'Italie, quand même, ça serait bien qu'elle soit aux Coupes du Monde, c'est quand même, enfin, je ne parle pas des Français de ce point de vue-là, évidemment, mais ça serait bien que l'Italie soit à la Coupe du Monde, c'est quand même une grande nation de foot, machin, ainsi de suite. Bah ouais, mais bon, à partir du moment où les clubs ne font pas jouer les Italiens, ça devient compliqué. Et que ce soit le Milan ou les autres, hein. Et finalement, on en vient maintenant à dire pour le Milan, ouais, on va peut-être prendre Pobega qui était prêté, qui nous appartient, mais qu'on avait prêté en Série C à Pordenone et qui a fait une bonne saison en Série C. Enfin, comment derrière on peut, après, admettons, on le fait revenir au Milan cette saison pour être vice-caissier. Il va jouer le 3e tour préliminaire parce que Kessié n'est pas en forme, parce qu'on considère que l'adversaire c'est pas du haut niveau. Je sais pas, ça va être le 5e du championnat hongrois par exemple. Pobega va faire un mauvais match et on va dire ouais, les jeunes Italiens machin, ils ont pas le niveau, ça sert à rien de miser dessus, faut rien attendre d'eux. Par contre, le Danois, l'Espagnol qui joue dans la réserve du Real ou je ne sais quoi, Van Ginkel. par exemple, entre autres, et il faut mettre 15 millions dessus, et il faut les mettre parce que vous comprenez, il vient de la réserve du Barça ou il vient de Chelsea ou je ne sais quoi. Et malheureusement, de ce point de vue-là, le problème, c'est pas uniquement des clubs, c'est au niveau de la mentalité des gens. Moi, d'un point de vue purement personnel, moi, je me suis mis à suivre le Milan au début des années 2000, comme beaucoup de monde, je pense, pour les gens de mon âge en tout cas. Et ce qui m'a marqué, c'est que on avait en fait un club italien. Et j'ai pas eu envie de suivre un club espagnol, j'ai pas eu envie de suivre un club anglais, j'ai eu envie de suivre un club italien, aussi pour raison familiale, mais ça c'est un détail. Et de ce point de vue-là, on est complètement à rebours de ce qui faisait notre force avant. Et j'en ai déjà parlé une fois, il me semble, peut-être pas sur l'émission, mais sur le forum, d'un des 2 livres de Carlo Ancelotti, où Ancelotti lui-même parle de son arrivée au Real et globalement de ses arrivées dans les différents clubs, où il explique que c'est impossible pour lui de réussir dans un club sans s'appuyer sur les forces locales. De ce point de vue-là, c'est-à-dire quand il arrive au Real, il n'arrive pas avec un staff d'Italiens. Il arrive avec quelques Italiens qu'il a dans son staff, il arrive avec des mecs avec qui il avait bossé à Chelsea, et il dit... Premier truc que je fais, c'est prendre des cours de langue, c'est savoir où je mets les pieds dans le club, dans la ville, dans le pays, comment s'intégrer. C'est l'intégration voilà, l'assimilation, l'intégration qui est importante. Et il le dit, ça c'est important pour entraîner une équipe, parce que je peux pas coacher une équipe avec, en l'occurrence à l'époque, des joueurs comme Casillas ou Ramos, sans savoir d'où ils viennent, sans savoir comment ils ont été formés, entre guillemets, que ce soit comme joueur ou comme personne, comme homme, en fait. Et il rappelle l'importance, enfin, mais c'est même pas l'importance, l'obligation d'avoir des attaches avec le pays dans lequel tu arrives. Et dans un club, il avait besoin d'avoir des Espagnols pour lui dire comment ça fonctionne avec les institutions, ou même simplement dans les relations avec les gens, avec les supporters, avec les journalistes, avec les instances du football espagnol. Et il dit c'est partout pareil. On ne peut pas débarquer dans un club et tout changer de A à Z. Et j'en parlais une fois sur le forum, et on le voit typiquement au Milan. Au Milan, on a le président qui est italien, président qui a un rôle très subsidiaire, il faut bien le reconnaître. L'administrateur délégué, comme on dit en italien, qui est en fait le directeur général du club, qui est sud-africain, qui a travaillé aux États-Unis et en Angleterre avec Arsenal. On a le directeur sportif, le directeur technique, bon, en l'occurrence, les deux sont italiens. Le responsable du scouting, recrutement chez les jeunes, qui est un Français. Et on a l'entraîneur italien. Et le projet du club, sans oublier le propriétaire américain, évidemment. Et le projet du club, c'était de
chambouler tout ça et virer des Italiens, entre guillemets, en l'occurrence ceux qui étaient à ces postes-là c'était des Italiens, pour mettre des Allemands. Et à côté de ça, il faut aussi ne pas oublier Henrik Almstadt, qui est le bras droit de Gazidis, qui est un Allemand. Donc le but, la stratégie de Gazidis et de Elliott, sans doute, c'était de mettre un Allemand à la place des Italiens. De tous ceux qui étaient des postes qui étaient occupés par des Italiens, pour être plus précis. Comment derrière être identifié comme le Milan et comment avoir une équipe. Enfin, c'est ce que tu disais avant, MJ. Moi, je vois pas quelle est la tâche avec le Milan dans tout ça, à part le nom, la couleur des maillots. Et encore, aujourd'hui, on a sorti un maillot bleu. Alors certes, c'est le 3e maillot. On sait bien qu'on le verra quasiment jamais, encore heureux. Mais on sort un maillot bleu. Enfin, c'est à l'image du reste. On tend vers cette uniformisation, c'est ce que tu appelles souvent la mondialisation du football, et c'est exactement ça. Et de ce point de vue-là, de moins en moins, je ne vois pas quel est l'aspect Milan dans l'AC Milan, en fait. Et je parle même pas que... Et c'est pareil pour l'Italie. Hein. Si déjà je voyais un aspect italien dans le Milan, ce serait une bonne nouvelle. Mais l'aspect Milan, encore moins. Et encore heureux que Maldini va rester un peu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la sainte figure de Paolo Maldini. Mais on peut pas faire qu'avec lui, quoi. Et quand on nous critique, quand on a ce point de vue-là, en l'occurrence celui que j'exprime, on dit oui, mais les joueurs étrangers qui ont réussi au Milan, Boban en l'occurrence qui était directeur, qui était dans le staff, dans la direction sportive du club jusqu'à récemment, il a réussi sportivement. C'était 20% comme les étrangers de la ville de Milan. C'était peu, et c'était des joueurs de talent, comme tu le disais tout à l'heure, c'était des joueurs de talent. Birov, Wea, Savicevic, tous ces joueurs-là. Kutska, Constante, Emanuelson, Van Ginkel, Pasalic qui a réussi maintenant à l'Atalanta, comme beaucoup d'ailleurs. Enfin, je pourrais pas faire toute la liste, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens ? Vous allez me faire croire qu'on n'a pas les mêmes en Italie et qu'on a besoin d'aller les chercher à l'étranger ? Enfin bref, voilà. Je vais arrêter là-dessus parce qu'on peut encore durer des heures et je pense que vous êtes plusieurs à vouloir intervenir. Il reste Aristide, mais on se venge un peu parce qu'il a monopolisé la parole pendant une demi-heure tout à l'heure. Donc chacun son tour. Non, je voulais juste rebondir sur 2-3 points. Quand tu as parlé de l'arrivée d'Ancelotti au Real, c'est vrai que je l'avais vu en interview, je crois pour l'équipe du dimanche il y a quelques années, je sais pas si ça existe encore, qui expliquait qu'à Barcelone, tout le monde était barcelonais, même le jardinier, et que c'était ça qui faisait la réussite de l'équipe. Alors je parle du grand Barça, pas de l'actuel bien sûr, je parle du Barça de Guardiola, hein, de celui qui alignait 9 joueurs formés au club, dont 8 espagnols. Bon, ensuite, l'association de joueurs en sélection, c'est très important. Pourquoi ? Parce que tu parlais de faire que tu disais que les résultats de la sélection dépendent évidemment, et tu as raison, des joueurs italiens qu'on fait jouer ou pas dans les clubs, certes, mais c'est pas les joueurs individuellement, ce sont des associations de joueurs en club et donc d'automatisme qu'on retrouve ensuite en sélection. Hein, c'est ça qui était intéressant avec l'Italie Juve justement, il y avait beaucoup de Turinois, de Juventini pardon, qui avaient l'habitude de jouer ensemble et donc on retrouvait ces automatismes en sélection et ça c'était offert par les clubs aux sélections, ça n'existe plus. Et enfin, pour ce qui est du jugement des supporters, parce que c'est assez important, on peut faire la différence en fonction de la sélection nationale qu'on supporte. D'ailleurs pour ceux qui supportent des sélections nationales, je rappelle souvent que le football des nations a les faveurs du peuple, ce qui est pas difficile à prouver, les audiences télé, etc., l'audimat le montrent assez facilement, c'est phénoménal l'écart qu'il peut y avoir en termes de popularité entre les compétitions de club et les compétitions internationales. Bon, ça c'est un débat d'arrière-garde, j'y reviens pas. Mais si on supporte la sélection italienne, on sera évidemment beaucoup plus soucieux du nombre de joueurs italiens présents dans son club, le Milan, c'est normal, en plus du fait que ça correspond à l'identité milanaise, bien sûr. Mais ceux qui supportent l'équipe de France, ceux qui supportent l'équipe d'Allemagne ou d'Espagne, et le Milan, je peux comprendre, à la limite qu'ils s'en fichent. Je peux comprendre, ça les dérange pas que le Milan soit hors sol, parce que de toute façon leur but c'est que l'Italie soit la moins forte possible pour pas concurrencer la sélection qu'ils supportent eux. Donc c'est à la limite logique, tu comprends ? Donc c'est pour ça que j'ai rédigé un article sur le sujet il y a pas longtemps, j'en ai déjà parlé, qui résume, alors je grossis volontairement le trait, mais c'est toujours comme ça qu'on fait comprendre, qu'on fait passer des messages. Mais grosso modo, j'apprécie ton intervention parce que tu soulignes à la fois le lien avec les sélections nationales, mais surtout l'identité milanaise. Qu'est-ce que c'est que Milan ? Je pense que la 400e qu'on fera certainement l'année prochaine ou l'année suivante, on fait toujours des émissions anniversaires à thème, portera certainement sur ce qu'est le Milan. Qu'est-ce que le Milan pour vous ? On demandera à chaque chroniqueur de le définir, on parlera des périodes qu'on a appréciées, plus ou moins, etc. Et on essaiera de définir ce qu'est le Milan pour nous. Maldini et Boban l'ont défini, aux supporters de le définir. Aristide, tu trépignes d'impatience, je le sais, donc c'est ton tour. Il est difficile de rebondir sur chacun des sujets parce que bon, vous avez un peu tous pris les mots de la fin, donc je vais essayer de rebondir sur ce que vous avez tous dit.
Le premier point, c'est quand on parle parce que vous avez parlé, notamment Roland aussi, Erco, etc., de Pioli. Alors effectivement, Pioli était soutenu par ses joueurs, pas Gattuso. Faut pas oublier, en mettant dans le contexte un peu des choses, que fin d'année dernière, Gattuso n'en pouvait plus du club, hein. Il faisait des interviews enfin pré-match et post-match où il disait que les joueurs le suivaient plus, des interviews complètement lunaires où il disait que les joueurs ne faisaient pas les efforts en match, etc. Donc je pense que Gattuso n'a pas été viré dans le sens où il était aussi content de partir car lessivé par cette aventure au Milan. Et pour revenir à Pioli sur le projet à long terme, etc. Alors, comme MJ parle à cette opinion-là sur les joueurs, notamment Coutronnet, je vais rejoindre un peu cette idée-là, mais sur les entraîneurs, pareil, moi je me fiche un peu de savoir ce qu'a fait Pioli à la Fiorentina, à l'Inter, etc. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est au Milan. Et effectivement, quand on dit que Pioli a juste remis des bases avec une tactique définie, avec un jeu simple en passe, mais du coup, qu'ont fait nos entraîneurs avant? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mihajlovic, Gattuso, etc., Montella, c'est-à-dire que ce ne sont pas des entraîneurs. Donc voilà, il faut situer aussi dans le contexte. Donc Pioli, je m'en fiche un peu de ce qu'il a fait avant. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce Ce qu'il qu'il fait fera maintenant. après. Et je vais rappeler, juste pour l'anecdote, c'est pas long, simplement rappeler qu'avant son arrivée au Milan, Ancelotti était considéré comme un gros loser en Italie, hein. Il n'avait absolument rien gagné. Il a commencé à gagner au Milan. Voilà. Oui, c'est vrai, comme Ranieri était considéré comme un grand loser en Italie, enfin en Europe, mais surtout en Italie, avant de décrocher le titre avec Leicester, hein. C'était un peu Ranieri, c'était quand même le symbole de la loose Mhm. avant Leicester en 2014-2015 de mémoire. Bon, il n'a pas encore Mais le palmarès d'Ancelotti, mais c'est vrai. oui, oui, un petit peu, ouais. Et bon, je vais revenir vite fait aussi sur la désitalianisation du Milan, parce que bon, je pense que vous serez beaucoup plus complet que moi là-dessus, et puis vous l'avez déjà dit. Est-ce que ça a une influence, je reprends un peu vos points, est-ce que ça a une influence sur la sélection italienne, le jeu, le manque de, voilà, les échecs qu'on a en Europe et en Coupe du Monde ces dernières années, ou par absence de Coupe du Monde? C'est évident. Enfin, plus que les joueurs, c'est plutôt la connexion entre le joueur, comme tu l'as dit, MJ. Est-ce que ça a une influence, évidemment, sur les valeurs du Milan, etc., nos résultats? Alors, les valeurs du Milan, c'est certain, les résultats, c'est possible. Est-ce que ça a une influence sur le fait que nous passions, et ça va être plutôt, c'était mon mot de la fin à la base, mon vrai mot de la fin, pour des guignols, les clubs de Serie A passent pour des guignols dans toute l'Europe? J'en suis un peu moins sûr, parce qu'effectivement, les arguments que vous avancez ici sur les joueurs, vous avez parlé de l'après Bonucci, la défense de la Juventus, etc., sur les Italiens à l'Inter. Malheureusement, dans le foot, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Enfin, ce que vous avez dit, ça me parlait, mais je veux prendre un contre-exemple pour chaque joueur ou chaque idée que vous avez, enfin, que vous avez mentionné. Euh, alors après, je ne prétends pas détenir la vérité. Je pense que voilà, c'est bien plus complexe que ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas assez d'Italiens en Serie A fait qu'on passe pour des guignols en Europe? J'en suis pas certain. Quand je vois le parcours de la Juve éliminée contre Lyon, la Roma, Séville, Barça, Naples, face à un faible Barça, etc. Et puis quand je vois que c'est l'Atalanta avec seulement 2 Italiens sur le terrain, je le rappelle, un qui était persona non grata chez nous, un personne de Caldara, et deux qui est le gardien remplaçant Sportiello, avec seulement 2 Italiens donc qui fait le meilleur parcours en Europe. Voilà, c'est pas aussi évident que ça dans ce qui s'est Et passé est-ce que cette cette année. Atalanta est Le aussi forte que le Milan de Capello ou d'Ancelotti ou la Juve de Lippi qui alignait des Italiens? Parce que moi ce que je vois c'est que, évidemment, tu parles de l'Atalanta qui a 2 Italiens, mais combien d'équipes italiennes de haut niveau alignent plus que 2 Italiens? Pas tant que ça. Donc en réalité on peut pas comparer à ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe plus. Tu comprends? Donc si on avait à l'heure actuelle une vraie valeur référence en Italie, comme il y a eu le Barça en Espagne il y a quelques années, comme il y a le Bayern en Allemagne à l'heure actuelle, eh bien peut-être qu'on pourrait comparer et trouver que l'Atalanta finalement n'est pas une si bonne équipe que ça, et qu'une vraie, par exemple, je reprends, tu mets ce PSG là que l'Atalanta a failli battre, effectivement ça s'est joué dans la dernière minute, face à la Juve de Lippi ou au Milan de Capello ou au Milan d'Ancelotti, le PSG se fait taper 15 fois, hein, sans aucun problème, parce que c'était un petit PSG, hein. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'on peut comparer le Milan de Capello, même d'Arrigo Sacchi, à cet Atalanta qui était encore en Série B il y a quelques années? C'est encore un autre club, une autre expérience de la Champions League, je pense un autre budget. Mais enfin, comme je te dis, il y a il y a des exemples et des contre-exemples partout. Pareil, on parlait du Bayern avec ses 6 Allemands. Ok, le Bayern, très bien. Où était le Bayern ces 5 dernières saisons en Champions League? Comparé à ce qu'ils investissaient, comparé à leur championnat aussi, où il n'y a pas que des Allemands qui font la pluie et le beau temps, quels sont les meilleurs joueurs du Bayern cette saison? Bon, Ah bah il n'y a Müller pas c'est que pas des mal, hein. Allemands. Non, ah oui, Müller, c'est pas mal sur ce match. Alors, c'est sa meilleure saison depuis 4 ans pour info. Il n'a pas été parfait
tout le temps cette année. Là, il a sorti un grand match, effectivement. Il a sorti quelques bons matchs cette année. Mais c'est vrai que bon, il y a aussi Davis qui a fait un super match, comme une super saison, Lewandowski qui fait une saison incroyable. Mais voilà, il y a quelques Allemands. Je veux dire, c'est pas que des Allemands qui sont responsables des bonnes performances du Bayern. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Que je sois clair. Quand on parlait tout à l'heure des illustres étrangers qui ont peuplé le Milan, je parlais de Savicevic, je parlais de Birov, je parlais de Weah. Ces joueurs-là ont évidemment, comme Kaka, comme tous ces joueurs-là, Rui Costa, etc., ont activement contribué au succès du Milan. Je dis pas le contraire. Donc il en est de même pour le Bayern. Oui, non, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je voulais juste un peu nuancer ce que vous sembliez dire avec Roland, où en gros, selon moi, c'était plus il y a d'Italiens, plus on a de chances de briller, que ce soit en sélection Ça dépend ou lesquels. partout ailleurs. Ça dépend lesquels. Voilà, oui. Voilà. Ça dépend lesquels. Alors, je suis d'accord avec toi. Justement, ça dépend lesquels. L'Inter est très content cette année et depuis un an. Il y a la composition d'équipe qui est en train de sortir là d'ailleurs pour le match de ce soir, avec Nicolo Barella, Sensi, encore que Sensi avec beaucoup de blessures, mais ils sont quand même globalement contents de leurs Italiens. Attention, rappelle-toi le début de saison de Sensi, il était bluffant. Oui, ah non, mais Sensi est un super joueur. D'ailleurs, ils vont le racheter, je crois. Je pense qu'ils l'ont déjà racheté, je suis pas sûr. Moi j'ai vu un papier comme quoi ils allaient le racheter. Enfin bon, vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi, je te coupe. Mais ce que je voulais dire, c'est où était l'Inter, où étaient les Italiens recrutés par l'Inter, les il y a quelques années encore, qui regrettent encore aujourd'hui, les Gagliardini, et encore qui fait un peu mieux là, en l'absence de celle-ci, il joue un peu plus, les Ranocchia, où sont les Italiens en défense, les successeurs de Chiellini, Bonucci, Barzagli, la BBC italienne, où sont-ils les Rugani et compagnie, les autres joueurs, les Ogbonna on nous a vaccinés pendant des années avec leur potentiel incroyable. Ouais, Ogbonna peut-être pas, mais... On passe 5 matchs. Ouais, Ranocchia, entre Ranocchia et Rogani, Caldara, où est-il aujourd'hui? Alors bon, c'est un peu mieux à l'Atalanta, mais on va dire qu'il bénéficie, comme tous les joueurs de Gasperini, collectif. Mais voilà, donc... moi, personne ne dit que tous les Italiens sont bons. Hein. On est d'accord, voilà. Ouais. Personne n'a dit ça. Bien, un Milan avec plus d'Italiens, mais moi je me fais un peu l'avocat du diable en essayant de contrebalancer ce que vous dites. Et devant vous, parce que vous êtes tellement, vous aimez tellement les Italiens que je suis obligé d'avoir cette point de vue. On aime l'Italie et le Milan. Mais bien sûr, je suis le premier partisan de l'Italie et du Milan et des Italiens au Milan. Le problème, c'est que je suis avec d'autres personnes parce que je suis toujours plus italophile qu'eux. Malheureusement, j'ai trouvé plus italophile que moi. Alors vous êtes italophile que moi, donc je suis obligé d'avoir un avis un peu plus différent, et voilà pourquoi j'avais cette conclusion là. Non mais tu as totalement raison, mais simplement je veux juste dire une petite chose, mais qui ne contredira pas vraiment ton propos. Les résultats des équipes de jeunes sont là. Donc moi c'est toujours ça, j'en reviens toujours à ça. C'est-à-dire que sportivement, nos équipes arrivent en finale. Alors évidemment cette année il n'y a pas eu de championnat d'Europe Espoir pour les raisons que l'on sait, mais le dernier, les U17 sont arrivés en finale, et l'avant-dernier, on avait les U17 en finale et les U19 en finale. Donc ça veut dire quelque chose. À un moment donné, il faut arrêter de relayer les résultats des équipes de jeunes au second plan. C'est important. Donc si nos jeunes sont capables d'obtenir des résultats sur la scène internationale, faisons-les jouer chez nous. C'est tout ce que je dis. Après, on part de tellement loin, parce que c'est ça le problème Aristide, c'est qu'on n'a pas fait jouer d'Italiens, en réalité pas que depuis cette année. Ça fait des lustres qu'on fait pas jouer d'Italiens. Le Milan, j'ai rappelé tout à l'heure les statistiques sur les recrues et sur le nombre d'Italiens titulaires dans l'effectif, c'est pas que de cette année qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu comprends? Ça fait très longtemps. Donc on part de très bas. Résultat, pour reconstruire quelque chose, ça prendra du temps. Tu dis l'Inter, où ils étaient? Oui, mais peut-être ils se sont trompés comme tout le monde. Mais comme nous, on s'est trompé avec Borini. Moi, Borini, je le voulais pas au Milan, hein, que je sois clair. Comme à la grande époque du Super Calcio, comme je l'appelle, c'est-à-dire dans les années 90, l'OM recrutait Maluschi et Franceschini. Et ben c'était deux mauvais défenseurs. Ça m'empêchait pas de le dire à l'époque. Comme j'ai jamais été impressionné par les défenseurs de la Fiorentina, Pierini ou Padalino. Je sais plus si c'est Padalino, d'ailleurs je dis peut-être une bêtise. Mais ce que je veux dire par là, je dis pas tous les Italiens sont bons, comme à l'époque je disais pas tous les Italiens sont bons. Je dis juste que c'est devenu caricatural dans l'autre sens. C'est ça que je veux dire. Donc je dénonce une réalité parce que c'est factuel, 30% seulement d'Italiens dans les clubs. C'est incroyable quand même, 30% d'Italiens dans les clubs, 20% au Milan, alors qu'il y a 80% pardon, d'Italiens dans la ville de Milan. À un moment donné, il y a quand même un devoir de représentativité. Milan, c'est pas le Bayern, c'est pas, Melbourne ou Tokyo ou quoi que ce soit. C'est une ville avec une identité. Ça existe, on a le droit de le défendre. Ça veut pas dire que je dis que tous les Italiens sont bons, qu'il faut recruter n'importe quel Italien. C'est pas mon propos. Seulement Barella, tout le monde voit qu'il est bon. Tonali, tout le monde voit qu'il est bon. Et Zaniolo alors. Zaniolo, énorme joueur. Hein, on nous dit que tous les Italiens sont nuls. Incroyable. Mais voilà, mais on nous dit que tous les Italiens sont nuls, que c'est plus possible de trouver des bons Italiens. On a Donnarumma chez nous, on a Romagnoli, parce qu'on va pas se mentir, il rate sa saison, mais avant il était énorme. On le mettait tous, sans exception, dans notre top. Quand il était pas top 1, il était top 2 derrière Donnarumma, Romagnoli depuis 3 ans. Hein, bon.
Donc ça veut bien dire que les Italiens talentueux, ça existe. Simplement, on se donne pas la possibilité, on se donne pas les moyens de voir s'ils existent encore en nombre. C'est ça que je regrette, parce que pour savoir s'ils sont bons, il faut les faire jouer. Tu comprends? C'est juste ça que je dénonce. Voilà. Bon, après, Roland veut réagir, donc vas-y, Roland. Oui, simplement par rapport à ce que disait Aristippe et ce que tu disais justement à l'instant, qui rejoint mon propos, c'est que on n'est pas dans la position, enfin je parle aussi pour toi, MJ, on n'est pas dans la position de dire que tous les Italiens sont meilleurs et qu'il faut avoir une équipe italienne composée uniquement de joueurs italiens. On parle du Milan à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, Bennacer, je échange contre personne d'italien. Hernandez, c'est pareil. Enfin, faut pas partir dans l'opposé extrême, de ton point de vue Aristippe comme du nôtre, bien sûr. Hein. Y a des opposés, évidemment, mais faut pas aller dans les extrêmes à chaque fois. Comme on disait, l'histoire du club s'est faite avec une base italienne, encore heureux pour un club italien, et avec des joueurs étrangers de talent. Et malheureusement, à l'heure actuelle, je vois, par exemple, Castillero. Est-ce que Castillero méritait, entre guillemets, qu'on mette 25 millions sur lui, sachant qu'en Italie, on peut avoir un mec comme Berardi qui, à l'âge qu'il a, ainsi de suite, mais qui fait des bonnes saisons depuis quelques années maintenant, qui a encore fait une très très belle saison cette année, et qui, je pense, apporterait quand même une vraie plus-value sportive au Milan par rapport à Castillero. Je prends Castillero parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête. Mais même si on reprend un joueur italien pas cher à ce poste-là, Orsolini, je crois que c'était 5 millions ou 3 millions, je sais plus quand il a été recruté la dernière fois par son club actuel. Évidemment. Non, mais bien sûr. Soyons clairs, Orsolini, on parlait déjà en janvier, mais sur l'émission de mi-saison, et j'étais le premier à vouloir recruter Orsolini. Après, je pense que pour moi, Berardi est déjà bien plus cher que les 20 millions, parce que, comme on le sait, un Italien qui fait une demi-bonne saison ou une saison, ce qui n'était pas toujours le cas de Berardi les années précédentes, qui était quand même très régulier, là, je pense que sa valeur a peut-être un peu plus explosé que 20-25 millions, mais bon, ça ne doit pas être 50 non plus, je vous rejoins là-dessus. Et le problème, c'est qu'on est très fort, nous, au Milan, pour suivre les joueurs italiens. Ça, on sait bien faire. Mais quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a jamais personne. Typiquement, Tonali, on en parle depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on parle de Tonali au Milan. Mais même Barella. Hein. Barella, c'est pareil. Ça fait 3 ans qu'on parle d'eux. Et finalement, on se décide à réfléchir une fois que le mec a été bon, machin, en Serie A. Et bah maintenant, oui, il coûte 35 millions. Et il a beau avoir été supporter du Milan quand il était gamin. Je me mets à sa place. Moi, à l'heure actuelle, grand supporter du Milan, je joue à Brescia qui est relégué en Série B. J'ai déjà joué en équipe nationale. Où est-ce que je vais? Au Milan, jouer la 6e place, la 5e place au mieux? Ou à l'Inter qui joue avec des champions, avec l'Euro qui arrive bientôt? Oui, mais ça, c'est bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Donc, on arrive toujours trop tard, mais on nous dit on n'a pas d'argent, mais faisons-le avant, tentons notre chance avant. Ici, c'est pareil. Et typiquement, on en avait un avec Cutrone qu'on avait encore à former, à polir, à mettre en valeur, clairement. Il nous avait rien coûté. Ce joueur. Je suis en aucun cas en train de dire que Cutrone c'est le joueur qui aurait sauvé notre saison. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que on l'avait chez nous, on parlait d'un joueur de 20 ans, et sous prétexte que il a des qualités d'un neuf à l'ancienne, c'est plus ce qu'on demande dans le foot actuel. Mais pourquoi on n'essaie pas de continuer à le faire progresser? Puisqu'on l'avait chez nous. On n'avait même pas à le recruter à l'extérieur. On aurait pu recruter Tonali, on aurait pu recruter Barella à l'époque. Bellanova, c'est pareil. Hyper talentueux, et finalement, on l'a jamais fait jouer. Alors, il va se perdre à Bordeaux, mais évidemment qu'il va se perdre à Bordeaux, il parle pas français et c'est pas sa culture, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Bien sûr, mais ça, je suis totalement d'accord là-dessus. Peut-être qu'il aurait jamais réussi chez nous, très probablement, j'en sais rien, j'en ai absolument aucune idée, mais pourquoi on n'a pas essayé? Et donc, pourquoi on n'essaie pas de prendre des jeunes Italiens quand ils sont encore relativement jeunes, mais qu'il y a un potentiel, qu'il y a un talent, et que le prix n'est pas encore trop élevé. Puis après, on va pleurer, oui, mais l'Inter, oui, mais la Juve, oui, mais la Rome. D'ailleurs, Zaniolo, il avait coûté combien quand il est passé de l'Inter à la Roma il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans. Rien. Quelques millions d'euros à peine. Je pense que ça mériterait d'être revu, parce que je crois que c'est même pas 10 millions. Hein.
Ah oui, c'est ça, Zaniolo, c'est quelques millions. Ouais, ouais. Zaniolo à la Roma, c'est même pas 10 millions. Non, je voulais rebondir parce que tu as utilisé un argument qui rejoint un débat que j'ai eu avec Tom il y a pas longtemps, où je lui disais que le gros problème, et je crois qu'il était d'accord avec moi sur ce point-là précis, c'est qu'on n'a plus la capacité de déceler les potentiels. C'est-à-dire qu'on attend que les joueurs soient populaires, on attend que les joueurs soient très exposés médiatiquement, donc chers, pour s'intéresser à eux officiellement. Et c'est un peu dommage, moi je me rappelle de Bernard Tapie qui allait chercher Allen Boksic à l'époque où personne le connaissait, tu comprends, donc il faisait des affaires, c'est-à-dire qu'il mettait peu d'argent sur un joueur qui en réalité devenait un top classe mondial. Bon. Et le Milan a été capable de faire ça par le passé sur plein de joueurs en réalité. Le souci c'est que, je sais pas ce que font nos recruteurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous au Brésil ou en Europe de l'Est, mais on a le sentiment qu'ils sont pas capables de déceler les jeunes talents italiens avant qu'ils deviennent chers. Et le vrai problème, le problème à mon avis fondamental, c'est ça. Surtout que lorsqu'on investit, on prend un jeune, on parlait de Bellanova avant, on prend un mec qui est originaire d'Italie, on se débarrasse quasiment complètement de l'incertitude liée à l'intégration. Que ce soit du point de vue scolaire, évidemment, pour qu'il puisse continuer sa formation, avoir son bac ou équivalent ou je ne sais quoi. L'intégration du point de vue de la langue, du point de vue de même ne serait-ce que de la nourriture, de la façon de vivre, des horaires, je ne sais quoi. En prenant chez nous, entre guillemets chez nous, en Italie en tout cas, on se débarrasse de toute cette incertitude-là et on n'a plus qu'à se concentrer sur le sportif. Alors que quand on va prendre un mec, aussi jeune soit-il, par exemple, là on a signé un jeune Suédois dont j'ai oublié le nom, pour la Primavera, je crois qu'il a 17 ans, bah alors il est sans doute très talentueux, je l'espère pour le Milan, mais il va y avoir l'incertitude par rapport à son intégration en Italie, parce que la Suède, l'Italie, c'est quand même pas pour avoir pu visiter, avoir été dans les deux pays, c'est pas du tout la même façon de vivre, c'est pas du tout la même langue, ça n'a rien à voir. Donc effectivement, je pense qu'on n'est pas assez présent en Italie, contrairement à nos adversaires, et typiquement un club comme la Juve, c'est sans doute la référence de ce point de vue-là, puisque grâce à sa gloire sportive en plus de ça, elle s'assure tous les talents italiens. Un jeune, on lui propose de rejoindre les jeunes de la Juve et il se dit mais je vais dans le club de Ronaldo, je vais dans le club qui gagne le Scudetto depuis 10 ans. Et ça m'étonne même pas. Et pareil pour Tonali. Tonali, maintenant, il a la possibilité d'aller à l'Inter, de jouer avec des champions, d'être entraîné par Antonio Conte, de jouer avec Eriksen, avec un très bon gardien comme Andanovic. Enfin, il y a plein de bons joueurs à l'Inter. Moi, je suis Tonali, mais il y a l'Inter qui est intéressé par mon cas. Je vais à l'Inter, évidemment, alors même que je suis supporter du Milan. Mais bon, voilà, c'est un très long débat et c'est compliqué. Enfin, c'est ton avis, bien sûr, mais je sais pas personnellement si je pourrais jouer à l'Inter. Je crois que j'aurais beaucoup de mal. Mais en tout cas, avant de donner la parole à Erko, parce qu'il attend sagement quand même depuis un moment. Il y a un point qui n'a pas été évoqué, c'est aussi, tu parlais d'incertitude concernant l'adaptation, etc., des joueurs à un autre climat, contexte italien, tout ça. Il y a aussi l'attachement au club. C'est-à-dire qu'on aura plus de facilité à trouver un joueur comme Cutrone, et d'ailleurs c'était l'exemple type, qui vit pour ce club depuis sa jeunesse, et qui est donc capable de se donner à 200% pour ce club sur le terrain, sur recrute local. C'est juste logique, ça veut pas dire qu'on peut pas se planter non plus. Je dis pas que c'est du 100% de réussite, les joueurs sont pas des robots, mais le degré, à un moment donné, on a besoin de joueurs de club. Et Cutrone à ce niveau-là, c'était vraiment l'exemple type. C'est-à-dire le mec qui aime son club, qui donnera tout pour son club, et qui se battra, etc. Il avait 20 ans, il a 20 ans, il a 21 ans peut-être aujourd'hui, donc il y a moyen en plus qu'il progresse sportivement, en sachant que moi je trouve qu'il a déjà des qualités intéressantes si on le fait jouer correctement. Mais cette histoire de transcendance, d'attachement culturel si j'ose dire, passionnel, qui est consubstantiel au club qu'on supporte, je trouve que ça a de la valeur et que ça se perd et que c'est bien malheureux. On parle souvent de mercenaires, de joueurs hors sol, de clubs hors sol, voilà, je le déplore. C'est aussi ça, hanno distrutto il mio Milan, ce que disait Maldini, c'est aussi ça, je trouve qu'il manque. Maldini aimait ce club, Costa Curta, Albertini, Massaro, etc. Je vais pas faire le bilan, toute la liste des joueurs formés au club qui ont vécu Milan pendant toutes ces années, la vieille garde comme on l'appelait, et je trouve que cette vieille garde malheureusement n'existe plus. Voilà, et c'est bien regrettable. Erko. Ouais, mais je suis un peu étonné qu'on soit surpris quand même de ce problème typiquement italien, parce que c'est pas un problème qui date de 5 ans, c'est un problème qui est quand même là depuis les années 2000. Oui. Je pense que moi je me souviens d'une époque que j'ai bien connue avec la doublette Paloschi et Astori, donc c'était l'époque des copropriétés où chaque mercato j'attendais qu'il revienne au Milan, ça n'a jamais été fait. Pourtant malgré quand même des bonnes confirmations avec Cagliari à l'époque.
C'est le vrai problème du Milan, et c'est pas du Milan, c'est en Italie, c'est qu'il y a un manque de confiance et surtout de patience envers les jeunes. Le moins de petites erreurs, ils font la une des journaux en étant pointés du doigt comme des boulets. On a encore vu cette année-ci chez nous avec Gabia qui a fait des bons matchs, qui a marché des bons matchs quand Kier était mauvais. Et à partir du moment où il a fait une erreur, il a été allumé, on l'a plus vu sur le terrain jusqu'à le post-confinement. Donc c'est un problème qui est récurrent, qui n'a jamais été résolu, qui a toujours été comme ça. Parce qu'à l'époque où on avait encore Palowski et Astori, ils avaient quand même montré des bonnes choses, même en jouant. Et malgré les bons matchs qu'ils ont fait, même si, bon, à l'époque, on avait quand même d'autres joueurs que maintenant, il y avait une autre concurrence, mais on aurait quand même pu préparer l'après-sénateur en faisant comme ça n'a pas été fait. C'est le problème, d'autres gros problèmes qui persistent, c'est le manque d'équipe B. Toutes les grandes équipes qui se basent sur la formation ont une équipe B pour faire un pas intermédiaire. Le gros problème qu'il y a en Italie, c'est que nos jeunes manquent souvent de physique. Donc, ils arrivent souvent un peu gringalets, comme Cutrone, Locatelli, etc. Cutrone et gringalets, j'irai pas jusque-là. Non, pas gringalets, mais tu vois qu'ils manquent de physique et de gros contacts, tu vois, d'aller au taquet, comme les vrais joueurs, enfin, les grands joueurs, ils vont. Donc, tandis qu'une équipe B, ils pourraient jouer contre des équipes de série B, série C, mais contre des adultes qui ont faim aussi et qui ont des physiques beaucoup plus affûtés et qui n'ont pas peur d'aller tacler. Ils seraient aller contre des gros contacts physiques et se préparer justement à la transition du football, on va pas dire amateur, mais du football jeune et du football professionnel adulte qui est largement différent. Et le problème, c'est qu'ils doivent passer d'une équipe qui a peut-être le niveau d'une équipe de série C, ça en exagère un petit peu, à jouer en série A directement sans expérience. Ici, je pense que les séries B elles ont été mises, parce que je pense que les équipes B, parce que je pense que la Juve a une équipe en équipe B. Et j'ai pas compris pourquoi Milan n'a pas voulu faire ça, parce que si on veut miser justement sur les jeunes, pour moi, une équipe B, à l'heure actuelle, c'est indispensable. Donc, j'espère que ce sera réglé, mais c'est pas encore dans les petits papiers du Milan, apparemment. Donc, pour moi, tant qu'on n'aura pas une équipe B, on n'aura pas de plusieurs jeunes formés au club qui pourront monter une équipe première. Alors une équipe B, oui, et de la volonté, globalement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même de l'intention, il faut aller les chercher, ces jeunes, il faut vouloir, comme disait Roland, les polir, hein, et il faut vouloir les aligner. Bon, bah ça demande du courage, ça demande une audace, hein, que les entraîneurs malheureusement italiens ont rarement. Italiens ou étrangers d'ailleurs, parce que les entraîneurs qui entraînent en Serie A sont pas tous italiens. Bon, écoutez, j'avais pas prévu du tout de faire aussi long sur ce thème. Je pensais faire mon mot de la fin tranquillement, et puis que chacun aborderait un thème peut-être différent, mais du coup, on a traité le sujet en long, en large, en travers. C'est intéressant parce qu'on l'évoque assez souvent, mais en filigrane. C'est-à-dire qu'on le traite jamais en profondeur, hein, parce qu'après tout on a nos impératifs, on a les matchs, on a nos tops, nos flops, etc. Et puis l'actualité du moment, hein. Donc on aura fini l'émission là-dessus. Ça en gavera certains, mais je pense que ça en réjouira d'autres, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui sont sensibles à cette question. Moi, quand je discute autour de moi, mais même de supporters de clubs français, allemands, anglais, etc., j'ai la chance de parler plusieurs langues, les gens me disent que effectivement ils sont sensibles à ça. J'ai vécu 2 ans en Angleterre et ils m'expliquaient qu'ils étaient très malheureux, les supporters de Chelsea, d'autres clubs, Manchester, Arsenal surtout, hein, qui faisaient jouer finalement peu d'anglais. Hein. Donc moi c'est pas juste l'italianité en Italie, c'est aussi les anglais en Angleterre, les allemands en Allemagne, les espagnols en Espagne, etc. Je veux dire, je trouve intéressant qu'il y ait une identité de club qui soit perpétuée, mais comme tout simplement pendant plus d'un siècle, hein, parce qu'on va pas se mentir, ce qui se passe en ce moment en Italie comme en Angleterre, etc., ça n'existe pas non plus depuis 40 ans, c'est finalement assez récent, et donc il serait possible d'inverser la tendance, mais c'est un vœu pieux, je rassure les supporters mondialistes, il y a peu de chances que le Milan recrute des Italiens cette année, et qu'ils en fassent jouer beaucoup l'année prochaine. Bon, nous on se retrouvera début septembre pour la spéciale pré-saison, et puis on vous souhaite un très bel été, hein. C'est pas fini, après tout il fait encore beau, profitez bien si vous êtes en vacances, quoi qu'il arrive, je vous remercie chers chroniqueurs, je vous remercie chers auditeurs de nous être toujours aussi fidèles. À très vite, salut. Ciao. Ciao. Ciao.